Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la chapelle montréalaise Pierre Mailloux. Ça m'apprendra à faire attention à ce que je dis. On est capable, nous autres aussi, de vous accueillir, savez-vous ça? Vous m'avez pris au mot. Savez-vous ça? Je me suis dit, oh non, avec la complicité de ma gang de Montréal. Ben oui, je l'aime bien, ma gang de Montréal. Pierre, c'est notre dernière. Ouais. C'est notre dernière. Oui. Vous, après presque 12 ans. Puis moi, 5 ans en quotidienne et 5 ans de remplacement. Ça fait 10 ans qu'on se côtoie. Ça commence à être quelque chose. Ça n'a pas été tranquille. Oui, mais il fallait que ce soit comme ça, Janine. Ça n'a pas été tranquille. Autrement, si on avait été tranquille, on n'aurait jamais duré. Surtout avec ce qui se passait, là, le turnover rapide à séquencer, on n'aurait pas été capable. Alors, il fallait que ce soit ce pourquoi j'étais payé et on était payé. En tout cas, à mon humble avis, là, quelqu'un pourrait être en désaccord, mais une émission tranquille, très respectueuse, bon chic, bon genre, ça aurait fait 2 ans max. Alors, ça en a fait presque 12. Ouais. Oui. Et il y a des gros messages qui sont passés. Puis Pierre, je sais pas, l'analyse... Attends un peu. Oui? Tu me dis que tu étais toute énervée tantôt. C'est quoi ça? Oui, je suis énervée. Ça m'énerve. C'est la dernière. Je ne sais pas. Une chose à la fois. C'est la première fois que tu me dis ça. Que tu es toute énervée. Parce que j'ai pas l'impression que j'aurai un contact avec des auditeurs, auditrices aussi dénués, sans masque. Même si on est sur une tribune anonyme, je trouve que vous ne me comprenez jamais quand je parle. Je continue. J'ai eu l'impression, Pierre, puis ça c'est par vous, c'est par la manière dont vous menez les choses, que les masques ont revolé. Et c'est ça que j'ai aimé. Et je suis pas certaine que je vais retrouver ça dans d'autres tribunes. Je ne sais pas, Pierre. Je suis d'accord. C'est ça. C'est ça. Et ça me fait quelque chose. Même si ça n'a pas été confortable, même si il y a des fois il fallait sortir aux pauses pour aller hurler et revenir calmement, parce qu'on ne pouvait pas être 2 à hurler en ondes. Mais tu sais, je regardais le parcours de cette émission-là, puis je me disais, en joke, ok, tu vas dire une chose. Les 6 premières années, parce que je voudrais rendre hommage à Manon Lépine aussi, qui a fait la moitié, elle aussi, du temps que vous avez été en ondes. Alors, 6 ans avec Manon Lépine, qui était mon prof de radio. Puis on s'est suivis, puis c'était un pur hasard, tout ça. Là, c'était l'époque des bits molles, Pierre. Imaginez-vous donc. Les bits molles à CKAC, sur un réseau, envoyez donc. Ça, c'était les 6 premières années, accompagnés de 2 livres. OK, il y a eu... Le premier livre, vous pourriez le dire bien mieux que moi, là, mais pour la castration volontaire des pédophiles, 2001, première publication. Tu sais, alors, je me dis, c'était concept, ça tenait la route. À partir de la 7e année, là, c'est devenu les matriarches. Et là, ça fait 6 ans qu'on parle des matriarches. Voilà, peut-être que vous avez tellement brassé des choses de fond qu'on est rendu, c'est saturé. Ça va prendre quelques années avant que les gens digèrent tout ce qui a été dit. Vos 4 livres, alors je reviens à ma page ici, un instant, pour la castration volontaire des pédophiles. C'est un maudit problème, hein, la pédophilie. Puis quand vous avez commencé à en parler, c'était la pointe de l'iceberg. Il n'y a pas une semaine où on n'en entend pas parler. Au secours des femmes, les femmes qui sont battues. On en a-tu parlé de ça, vous pensez? Et encore là, l'actualité a tout à fait soutenu le propos. Alors ça, c'était votre 2e livre. Ensuite, c'était pour l'amour des enfants. Ben, non seulement on bat pas les femmes, mais c'est peut-être pas une bonne manière d'éduquer et d'affectionner ses enfants que de leur taper dessus. Alors ça, c'était clairement dit. Et le dernier, que j'aime beaucoup, pour élever ses enfants, prière de ne pas rabaisser. Et Ratopolis. C'est tout, tu sais, tu te dis, en parallèle de l'émission, ici, ça sortait en vrac. On aurait pu dire vrac radio. Correct? Oui. Et non pas trash. C'est très différent, t'as raison. Mais on a été taxés de, hein? Non,
peu importe. Peu importe ce qu'on a dit. Vas-y, je t'interromps. Continue ton flow. C'est ce que je disais, donc, par rapport à... C'est ça, Vrac Radio. Oui. Ça sortait, des fois, c'était pas élégant. Vous avez le don de sortir les affaires, puis ça fait hérisser le poil, puis tu te dis après... Tu sais, tu digères, tu bouillonnes, hein? Puis 2 semaines, 6 mois, combien de fois des gens nous ont téléphoné pour dire « Vous m'avez dit ça, puis vous avez raison. » Mais ça m'a pris 1 an à le digérer. Alors, Pierre, j'analyse ça comme ça. Est-ce qu'on serait rendu saturé pour l'instant de tout ça? Moi, je dis aux gens, allez chercher les livres, continuez à mijoter tout ça, puis peut-être qu'un jour, on sera mûr pour autre chose, pour continuer de progresser, je ne sais pas jusqu'où. Puis il y a même un auditeur, Robert Saint-Mars, okay, c'est les éditions RCM, 100% Mailloux, des propos qui ont été puisés. Lui disait que c'est authentique, là, il a repris ça textuellement. Oui, exact, j'ai vérifié, c'est vrai. C'est ça. Donc, ce qui l'a frappé, puis lui a regroupé ça par thème. On dira ce qu'on voudra, et puis vous ne nous avez pas épargné les 2 dernières semaines non plus. Ça a brassé, ça a vraiment été un voyage reposant. Pour les méninges, pour l'âme, puis moi, ma grande peur dans tout ça, Pierre, c'était une chose. Quand vous varlopiez nos bitmolles, nos matriarches, excusez, mais Pierre... Non, je dis pas un mot, je me tais. Je disais, est-ce que ceux à qui le chapeau fait, OK, ils vont le mettre? Ou si on passe à côté, puis on devient comme irritant dans nos propos? Je me suis toujours posé cette question-là. Alors aujourd'hui, je vais demander à nos auditeurs, auditrices, je vous dis, je suis très émue. Auditeurs, auditrices, qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces tribunes? Avez-vous progressé? Êtes-vous capable de nous dire ça aujourd'hui, sans qu'on passe aux hommages, puis tout ça? Votre chemin personnel, ce qui a fait que vous êtes plus grand qu'il y a 6 ans, 10 ans, 12 ans. Ou plus petit? Peut-être que j'ai rabaissé l'auditoire. Alors, quel est le bilan? Avez-vous progressé ou vous avez l'impression... Progressé, puis avez-vous l'impression d'être capable de continuer à rouler par vous-même? Parce que ça, là, Pierre, moi, je trouve que ce serait... Le plus grand bonheur que quelqu'un nous appelle et nous dise ça. Je sais pas pour vous, je parle pour moi, là. Moi, je serais contente. Les gens disent, là, j'en ai assez ramassé, ça a assez brassé, je vais faire un petit bout de... Tu sais, par moi-même, là. Tu sais, moi, je gérer ça. Je vais essayer d'intégrer ça à ma vie, à mes relations, à mes enfants, à mon conjoint, à ma libération mentale. Je pense que j'ai assez parlé. Je suis fatiguée, là. Madame, vous êtes en verve ce midi. Tu sais, combien de gens m'ont écrit des courriels, me dire, mets-les en boîte, pourquoi vous vous laissez parler comme ça, pourquoi... Et moi, je suis toujours restée accrochée au message de fond, et c'est pour ça que je suis encore ici, puis c'est pour ça que j'ai dit, je reste solidaire, jusqu'au bout. OK? Puis, j'avais pas besoin de passer par cette tribune-ci, Pierre, pour voir qu'il y a des êtres humains profondément méchants. OK? Parce que je l'ai vécu. Il y a de mes proches qui sont massacrés puis qui portent ça à vie. Et c'est dans le monde médical. Alors la méchanceté, tu dis, de gens qui doivent soigner, blessent, sont inhumains. Oui, la méchanceté, ça existe. Mais pour ceux qui sont pas méchants, on peut-tu se blinder? On peut-tu s'armer? On peut-tu les voir venir? On peut-tu pas leur donner le bon Dieu sans confession? Je m'excuse, mais on est parti avec nos cloches, puis on finit avec le bon Dieu, mais c'est ça. C'est tout ça. Je pense, Pierre, nos auditeurs, auditrices vont avoir à digérer, moi aussi, et vous, Pierre. Oui. Qu'est-ce que vous aurez à digérer de tout ça? Rien. J'ai rien à digérer. Moi, c'est la dernière aujourd'hui? Oui. Je te dirais, écoute, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir répondu à un mandat très particulier. Un mandat qui était un privilège accordé par une collectivité, de me permettre à chaque après-midi de dire ce que je pense et d'inviter une collectivité à dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est un privilège extraordinaire. Vous l'avez payé cher? Non. Dites non. J'ai été très bien payé. Vous dites peut-être, hein, je connais pas les... Non, moi, je trouve que vous l'avez payé cher. Pas du tout. Écoute, je suis privilégié. Le mandat était très particulier et très stimulant. Deuxièmement, le salaire était très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, tout ce que j'ai
eu à subir en contrepartie de ça, c'est quelques injures sur la place publique. Ben, écoute, Janine, je vais te dire une chose. Ceux qui ne le savent pas, là, si un être humain est capable d'accepter de se faire arracher une jambe sur le bord d'un chemin par un cave, là. D'accepter, vous parlez au sens de résilience? Oui. Si j'ai été capable d'accepter de me faire arracher une jambe sur le bord du chemin par un imbécile, écoute, les petites injures d'une partie de la chapelle montréalaise, je n'en ai que cirer. Attention, on va repartir les cloches. J'ai bien dit d'une partie. Oui. D'une partie. Alors, écoute, les injures. Parce que lorsque tu as ressenti une grande souffrance, les niaiseries, là, c'est drôle. Ça me fait sourire. Ça m'amuse. Est-ce que vous m'énervez? Comment ça? Je suis arrivée à la même réflexion ce matin. Quand tu as des grandes souffrances, ouais. Tu dis quand même les gens, tu travailles, mets-les en boîte, ça n'a pas d'allure, nana. Quand j'ai pris la permanence, on va en parler après la pause. On va en parler après la pause. Le reste, c'est rien. Janine! Alors, 790... Écoutez, ma Janine. Alors, vous allez comprendre, chers auditeurs, pourquoi j'ai eu tant de plaisir à travailler avec cette femme-là. Vous allez le découvrir. Je ne vous l'ai jamais dit, vous allez le découvrir. Puis là, j'aimerais inviter nos auditeurs et auditrices, là, qui nous disent est-ce qu'ils ont progressé, sur quel point, tu sais, genre d'échange. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Juste une petite chose, je voudrais remercier Muriel et Lucie, mais particulièrement Muriel, parce qu'elle est avec nous aujourd'hui, qui, elle aussi, a mangé des placards pour qu'on fasse des émissions qui s'entendaient. Muriel, chapeau. Bon, alors on parlait de souffrance, je vais finir mon affaire. Oui, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ce que tu viens de dire juste avant. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu viens de me faire une confidence, puis j'aimerais qu'on le partage avec les auditeurs. À certains moments, je pensais ne pas passer au travers, et c'était pas tant l'émission, Pierre, comme ce que je vivais sur le plan familial, personnel, qui était une tragédie. J'ai fait, en 2002, tiens, tant qu'à déballer, on va déballer. Oui. En 2002, ça faisait 5 étés qu'on travaillait ensemble. Oui. On faisait des remplacements. Manon prenait des congés, puis on me demandait pour remplacer. Et c'était sans attendre. Je faisais aussi autre chose à l'écrit, télé, bon, toutes sortes de choses. Et j'aimais ça. J'aimais ça, mais j'ai jamais dit ouvertement que je voulais la succession. Comprenez-vous? Oui. Je n'ai jamais... Été 2002, je fais le remplacement. J'ai un de mes proches qui est à l'hôpital, dans des circonstances absolument tragiques. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Ça m'a pris 3 ans, parce que lui-même ne pouvait même pas en parler. Correct? Je venais ici, je faisais l'émission, je courais à l'hôpital, et c'était comme ça. Et après avoir bien massacré cet être humain en milieu hospitalier, puis c'est pas juste un hôpital, là, il n'y avait plus personne qui voulait s'en occuper. OK? Il était assez massacré, merci. Alors, il n'y avait plus personne pour l'accueillir. Alors, j'ai dû le reprendre chez moi. C'était un être brisé, un être souffrant physiquement et psychologiquement, pire que quand il était entré à l'hôpital. OK? Je fais juste dire ça. Et là, je finis mon remplacement. Les patrons ne sont pas du tout au courant de ce que je vis. J'en avais presque pas parlé. Puis ils m'offrent la continuité. Et je me dis, là, j'avais plus de contrat parce que ça faisait depuis le 30 mars. C'est bizarre, hein? On est le 30 mars. Ça faisait depuis le 30 mars que j'étais en état d'urgence, OK, à la maison. Question de santé, c'était un problème de santé après l'autre. C'était une succession, c'était la descente aux enfers. Puis il m'offre ça. J'avais plus de contrat, j'avais plus rien, OK? Puis je me suis dit, OK. J'ai réfléchi pendant 2 jours, puis j'ai donné ma réponse. Puis je me disais, j'aurais pas la force. Comment je vais pouvoir écouter le drame des autres, tu sais, puis essayer d'être éclairante, alors que tu peux pas enlever la souffrance de ton propre fils. Je suis partie avec ça. C'était ça qu'il y avait de nouveau au retour des remplacements. Et puis je me suis dit, si les cotes d'écoute ne montent pas, moi, je m'étais dit à moi, je me donnais 1 an, s'il n'y a pas de cote, je peux dire à mon patron, je m'en vais. C'est terminé. Terminé. Les cotes ont monté. Et c'est ça. Et là, je l'ai dit à mon patron. J'ai dit, toi, tu sais pas dans quel état j'étais quand on a commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler avec Pierre Mailloux. Tu le sais pas. Ça se peut pas. Puis
oui, je me suis dit, vas-tu passer au travers? Eh bien oui, on est allé au bout. Je suis contente. Janine? Oui. Tu as mentionné que tu doutais de la force de passer au travers. Je n'ai jamais douté une seule seconde de ta capacité de passer au travers et d'avoir la force de te rendre là où on s'est rendu. Pierre, ça venait de varloper, pas à peu près. Je sais. Je me rendais compte, j'étais confrontée à la grande réalité humaine que tu ne peux pas soustraire personne de sa souffrance. Je savais tout ça. Je l'avais plus, cette conviction-là. Tu ne peux pas soulager la souffrance de l'autre. Écoute, vois-tu, c'est ça la perspicacité. J'avais vu en toi, et les auditeurs ne le savent pas, c'est moi qui ai chaudement recommandé que Pistorio soit remplacé par Janine. Parce que j'avais confiance dans cette femme-là. Ça faisait 5 années qu'elle agissait comme remplaçante. Et malgré la tragédie auquel elle vient de faire allusion, je n'avais même pas l'ombre d'un doute que tu puisses accomplir tout ce que tu as accompli pendant autant d'années. Même pas l'ombre d'un doute, même pas une seconde. C'est-tu spécial? Ouais. C'est-tu spécial? Alors, on va ouvrir. Alors, ou bien je vois rien, ou bien je vois plus clair que d'autres. On est allé jusqu'au bout. On va accueillir Raphaël. Et allègrement, j'étais convaincu que tu pouvais relever ce défi-là allègrement. Pas de peine et de misère, allègrement. C'était tough. C'était tough. Vous avez pas toujours été doux. Tout le monde est là pour le dire. Espèce. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est quand tu entres en onde ici, c'était à 100%. C'est à 100% dédié à ce qui se passait, à ce que les gens disaient, et ça a été extrêmement salutaire. Hey, pour nos ennemis, combien d'altercations nous avons eu dans les 10 ans? Jean-Christophe, il dit 0. Ouais. Moi, j'ai fait pomper, par exemple. Mais jamais aucune altercation en 10 ans. Ni pendant les années de remplacement, ni pendant les années à plein temps. Et c'est 3 heures par après-midi, 5 jours par semaine. On aurait pu se pendre. Presque 50 semaines par année. Là. Ouais. Mais il faut dire que je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais... Il n'y a pas de danger qu'elle meure. Ah, Janine! Oh non, c'est pas pour où je fais. On parle à Raphaël. Bonjour, Raphaël. On s'est assez penché. Bonjour, Dr. Maillot. Monsieur Raphaël. Eh bien, j'aimerais juste vous dire que j'ai l'honneur de vous appeler pour la première et la dernière fois, malgré mon jeune âge. J'ai 20 ans, en fin de compte. Oui. Et puis, c'est ça. J'aimerais vous dire que pour ce qui est du sujet, une introduction pour grandir, je sais que je vous arrive pas à la cheville, mais je pourrais vous dire que vous m'avez aidé un petit peu, certainement dans l'écoute, parce que il y a beaucoup de choses que les gens me disaient, dont j'acceptais beaucoup, surtout que ce soit dans la vie quotidienne ou même à la radio, peu importe, à la ligne ouverte, où j'entendais des histoires et je faisais oui, d'accord, voilà. Mais maintenant, j'apprends un peu à réagir comme vous. Finalement, non, j'accepte pas ci, non, c'est pas vrai ce que vous dites, un peu à réagir. C'était juste mon petite anecdote. Oui, alors vous êtes moins crédule, vous gobez moins, si j'ai bien compris, vous gobez moins ce qu'on essaye de vous faire avaler comme couleuvre. Ah oui. Bon. Et je sais que, malgré mon jeune âge, c'est ça, j'ai commencé à vous écouter à partir de l'âge de 17 ans, donc vous m'avez fait grandir, ça c'est certain. Et c'est ce que je voulais dire. Par contre, ce qui m'amène aussi à appeler, aujourd'hui, c'est sûrement un petit problème pour vous qui n'est rien, mais vous allez devoir me guider parce que je suis tellement nerveux que j'en tremble. Je pensais pas être nerveux que ça. Mais oui, c'est pas évident. Parler de soi, c'est pas facile, Raphaël. Non, c'est pas. Souvent, le monde confond entre parler de soi puis parler à la radio. Oui. Parler à la radio, ça dure. Cette nervosité-là dure à peu près 10 secondes. Mais parler de soi, là, c'est de la peau. Oui. Alors, on essaie, Raphaël? On y va. Oui, allons-y. En fait, je vous explique. Je me suis chicané avec mon père de la façon la plus intense, je pense, selon moi. Et selon moi, parce que j'ai jamais été en chicane avec lui comme ça. On est une famille de 3 enfants. Moi étant le plus vieux, j'ai mon frère qui a 11 ans et ma sœur en a 15. Et ce qui est arrivé, c'est que mon père est une personne assez spéciale, un petit peu agressive, si je pourrais m'exprimer ainsi. Pour faire un portrait court, c'est que je me suis chicané avec il y a environ 1 mois. Oui. Parce que dernièrement, en fait, à chaque fois qu'elle allait quelque part, depuis mon âge, chaque fois qu'elle allait quelque part, je l'accompagnais partout. J'allais toujours l'aider.
À la maison, c'est moi qui l'aide à faire les rénovations étant donné que je suis le plus vieux. Mm-hmm. Mais pour lui, faire ça, c'est une obligation. Fait que c'est comme s'il me respecte pas. Est-ce qu'à l'occasion, il vous dit merci? Non, jamais. Jamais il me dit merci. Ce que je lui dis, il l'accepte pas non plus. C'est lui qui doit avoir raison. Attendez un petit peu, Raphaël. Oui. Là, je suis jamais là. Oui. Un père qui dit jamais merci à son fils. Oui. C'est ça que vous dites, là. Vous dites non, jamais. Jamais. Jamais, là. Non. Vous savez, ça passe pas. Non. Il y a un problème, là. Un père qui se prétend être un père qui dit jamais merci à son fils. Il est pas normal, le gars. Oui. Il y a un gros problème, votre père. Je sais pas quoi. Il y a un gros problème. Parce que c'est une ouverture. Dire merci à quelqu'un, c'est une ouverture affective. Ça veut dire, je reconnais ce que tu as fait. C'est un mot, c'est bien simple, là. Mais c'est une ouverture. Mais je dis merci à mes enfants, à nos enfants, Hélène et moi, mais à mes enfants, là, je leur dis merci beaucoup plus souvent qu'à des étrangers. C'est mes enfants! Oui. Ça vous fait quoi, Raphaël, d'entendre ça? Il a raison, Dr. Mailloux, parce que l'affection, lui, c'est pas son fort. Jamais est-ce qu'il embrasse sa maman, jamais est-ce qu'il montre de l'affection quelconque. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Oui. OK. L'affection pas son fort. Il y a des individus réservés, peu démonstratifs. Aucun problème jusque-là, Raphaël. Oui. Bon. C'est pas ça qu'est le problème. Est-ce que vous voulez continuer d'en parler, Raphaël? Bien sûr. Oui, OK. Alors, on fait la pause, puis on continue. Parfait. Ce soir. Bon, alors on continue avec Raphaël. Oui. Là, on venait de déterminer qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'affection. Hein? Plus que ça. Plus que ça, c'est ça. Alors, Raphaël, vous avez 20 ans. Vous dites, mon père, l'affection, c'était pas son fort. Je vous réponds, le problème n'est pas là. Parce qu'il y a des individus, il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent être peu démonstratifs. Mais c'est pas ça. Votre père ne vous a jamais dit merci. On a un problème. Et c'est quoi le problème? Oui, effectivement. C'est une personne qui est rusée aussi, mon père. Pour moi, la famille, c'est important. Et c'est pas au niveau aussi de moi qu'il montre peu d'affection, où il crée aussi beaucoup de problèmes dans la famille. Il y a beaucoup de chicanes avec ma mère. Donc, pour vous, si vous verriez le portrait, vous diriez sûrement qu'on est une famille qui n'est pas fonctionnelle. Beaucoup de chicanes avec ma mère? Oui. Des chicanes qui ont, généralement, il y avait l'air de quoi? Qui ont été violentes à maintes reprises. Donc, il a brandi un couteau une fois. Bon. Il y a aussi... Toi, t'as le portrait, là. Oui. On est dedans, à Mont-Raphaël? Oui. Il a menacé votre mère d'un couteau à une reprise? Oui. À une reprise. Vous aviez quel âge? Ça s'est passé probablement l'année passée. Vous auriez pu intervenir? Je l'ai fait. Hein? Vous l'avez fait, hein? C'est ça, à 19 ans, là, tu dis, oh, wow! Je l'ai fait. Ouais. Ouais. Tout ça à partir d'une abstention totale de dire merci à un de ses enfants. Un parent qui ne dit jamais merci à son enfant a un maudit problème. Puis un gros. Je savais pas de quelle nature était le problème, mais... Ouais. Puis, c'est ça s'est battu avant, puis tout ça, vous... Alors, on en est où, là? Vous appelez cet après-midi, vous aviez un petit quelque chose? C'est ça. C'est en fait, pour vous donner un petit portrait de mon père. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de la chicane, en fait, tout ça a fait déborder la goutte du vase. Oui. Et moi, j'ai comme coupé contact avec, mais en étant dans la même maison. Je lui parle plus. Oui. On fait comme si on vivait pas, même si on vit ensemble. Oui. Dans la même maison. Et moi, je me sens mal parce que ça m'a fait tuer et lui, ça le fait tuer aussi parce que j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Lui, il parle pas super bien français, donc il a besoin de moi pour ses activités quotidiennes. Excellent. Et lui, il a le cash? Et lui, il a le cash aussi. Ben, faites-le payer. C'est ça. C'est comme ça. La vie, c'est... Souvent, là, vous savez, c'est plate. On aurait aimé, vous avez une belle sensibilité, vous auriez aimé que les choses soient autrement. Alors, c'est parce que c'est lui qui paye vos études? Non, pas nécessairement. C'est que moi, je paye les études aussi. Mais lui, je me demande si peut-être tout le monde me dit, tu devrais aller faire la paix avec lui, voir. Mais moi, je me dis, c'est Non, attendez, laissez faire le monde, là. Vous, c'est quoi? Vous n'avez besoin pour... Parce que j'ai dû acheter une voiture à mes frères. J'avais besoin de la voiture, il me l'a enlevée parce que c'était sa voiture à lui qui me prêtait. Oui.
ça m'a fait tuer. Deuxièmement, je me sens mal le côtoyer chaque jour en faisant comme s'il était pas là. Ouais. C'est ça qui me détruit un peu. Non, c'est pas ça qui vous détruit. Non, vous êtes détruit intérieurement. Vous n'êtes pas construit. Inquiétez-vous pas trop de ça. C'est pas que ça vous détruit, c'est que vous réalisez, vous prenez conscience que vous n'êtes pas construit intérieurement. C'est pas pareil. Il y a une nuance, là. Comprenez-vous mon point? Pierre. Alors, tranquillement, Raphaël, vous avez 20 ans. Le masculin, du bon masculin, ça prend du temps. Écoutez, je vous parlerai pas de mon expérience personnelle, là, mais j'étais un slow learner, ce qu'on appelle un slow learner, c'est-à-dire un individu à apprentissage lent. Certains me comparent à un grand vin. Quand je veux me flatter, je me compare à un grand. Bon, à 20 ans, on peut espérer qu'on va devenir un bon vin, effectivement. Je suis comme un Porto. Ça m'a pris au moins une vingtaine d'années, une fois devenu adulte, avant de me faire. Ça fait que soyez patient. OK? Mais la proximité de son père, Pierre, s'il s'éloignait de son père, ça change rien. Pas ça. Non, ça change rien. C'est que vous soyez dans la même maison ou ailleurs, c'est que ça ne change pas nécessairement le tempo, le rythme de l'évolution ou de la confirmation du masculin. C'est long, c'est lent, ça, devenir un homme. Mais en restant avec un exemple froid comme un glaçon. Non, ça change rien. Vous pensez pas? Ça dépend de ce que vous faites d'autre, Raphaël. On fait beaucoup. Dans quel sens vous voulez dire que pardon? Ça dépend si vous avez l'occasion de côtoyer des jeunes hommes qui ont de l'allure et des hommes plus âgés qui ont de l'allure. Ah oui. Bon, alors à ce moment-là, bingo. Tranquillement, soyez patient. Un grand Porto, ça prend 15 ans, 20 ans, puis il y en a même que ça prend 30 ans. Oui. OK? Bye, Raphaël. Ça a été un horreur. Raphaël, vous êtes gentil. Et devenez un bon Porto, Raphaël. Au revoir, Mme Janine. Bye. Bye. On va à un autre appel, on parle à Chantal tout de suite. Bonjour, Chantal. Bonjour. Bonjour, Chantal. Bonjour. Monsieur Maillot, bonjour, Janine. Comment ça va, Monsieur Maillot? Ben, ça va bien, ça va comme d'habitude. Moi, c'est Janine qui est dans tous les états. J'ai le droit de vous gonner comme d'habitude, j'ai le feu derrière comme d'habitude. Oui. Est-ce que vous me remplacez? Vous avez soigné une madame en 2005, Jeannette, qui était atteinte du lymphome. Oui. Ah ben. Hein? Oui, je vous ai envoyé un email. J'aimerais que vous le lisiez. C'était votre mère? Oui. Un peu, c'est celle qui m'avait été référée par l'oncologue de Montréal. Exactement. Puis qui a supposément... Ça se peut-tu? Oui, j'en ai déjà parlé. Sans la nommer. Oui. J'avais parlé de votre mère. Ah oui? L'oncologue, il l'avait guérie, puis il me l'a envoyé en psychiatrie parce qu'elle était chez ADEP. Oui. Et, rapidement... et puis vous... Attendez un peu. Rapidement, je découvre qu'elle est en récidive de lymphome. Oui. Je la renvoie à son oncologue. Il m'appelle. Il était assez ému, embarrassé. Il savait pas où se tirer au bout du fil. Oui. Je me souviens, c'est vous-même qui avez trouvé les métastases du cerveau de ma mère. Vous en souvenez-vous? Elle avait de la misère Chantal, si je m'en souviens. Je comprends que je m'en souviens. Elle avait de la misère à écrire, à parler, puis il disait que c'était un cas de schizophrénie. Aïe. Elle était très avancée. Seulement, et ça a été très rapide, seulement suite aux symptômes initiaux que votre mère présentait. Oui. J'ai dit tout de suite, résonance magnétique cérébrale, métastase dans le cerveau, Janine. Vous l'avez je me souviens très bien. J'en avais parlé en ondes sans la nommer. Oui. Ah, mais voyez, cette journée-là, probablement que je ne pouvais pas écouter. Puis elle était fine, votre mère. Oui. Et à peu près n'importe quel psychiatre de la chapelle montréalaise l'aurait traité. On va sortir les cloches. Jean-Christophe? Non, c'est vrai qu'ils l'ont traité de dépression majeure, de schizophrénie. Ils ont donné toutes les pilules possibles, puis vous les avez baissées. Puis ce que j'entends, c'est le contraire. Puis mon Dieu que je suis en colère. Parce que ma mère, moi, si elle était vivante aujourd'hui, là, elle dirait donc, elle autre chose. Étais-tu assez fine? Une soie, votre mère. Oh, ma mère, elle se présente à mon bureau, puis elle me regardait, tu sais, elle était sans défense. Sans défense complètement. C'est une personne qui a été bien manipulée dans sa vie. Toute sans défense. Ouais. Je l'écoutais. Alors, vous savez, je suis un gueulard, j'écoute pas, moi. Ah, ben non. Vous disputez vos patients, vous. Voyons donc. Vous les jetez en dehors du bureau. Pardon? Vous les jetez en dehors du bureau, vos patients. Vous le savez, ça. Vous les droguez.
Oui, c'est ce que le grand Mario Deschênes prétend. En ondes, mais c'est pas grave, c'est ma façon de penser. Parce que non, moi, c'est vrai. Mère, elle a eu des bien bons soins. Oui. OK, même votre infirmière, quand ma mère avait besoin de vous parler, elle transférait la ligne, puis... Faites bien de le dire, Chantal. Le rendez-vous était devancé bien souvent, puis la dernière semaine, vous l'avez vu en chaise roulante, puis elle tenait y aller. Elle voulait voir Pierre. Elle était quasiment mourante sur sa chaise roulante, puis elle dit, je vais aller voir le docteur Maillot parce que c'est la dernière fois que je le vois. Elle était attachée et, chers auditeurs, cette dame-là avait des métastases au cerveau. Il n'y a rien que je pouvais faire pour elle. Non. Mais, compte tenu que j'avais découvert les raisons pour lesquelles elle se détériorait, elle me vouait une reconnaissance, là. Ça faisait combien de temps, Chantal, qu'il cherchait un diagnostic, là? Le diagnostic avait été fait en 2002. Le lymphome n'était pas rapide, OK? Il était juste lent. Sauf que, par la suite, il a évolué, OK? Attends un peu. On avait prétendu, il l'avait opéré. Oui, ils l'ont opéré. Il l'avait guéri. À Montréal, il l'avait guéri. C'est ça, exactement. Et puis, il est revenu agressif. Et puis, là, l'oncologue, c'est ça. L'histoire suit qu'est-ce que Maillot a dit tantôt. Ensuite, M. Maillot, avec la carte d'assurance maladie, si vous vous souvenez bien, on a eu de la misère parce que ma mère ne voulait pas enlever son fleur. Et puis, vous avez donné une lettre comme de quoi qu'elle devait garder son fleur parce que c'était cancéreux, c'était une malade et non pas... la photographie, sécuritaire, pour la sécurité, je pense pas qu'elle avait l'air d'un motard, moi, là. Vous avez signé un papier pour qu'elle puisse porter sur les photos pour l'identifier, là, un foulard, Oui, elle dévoue, là, ma mère, là, c'était effrayant. Pourtant, j'ai strictement, à titre de psychiatre... Vous ne pouviez rien faire. Rien! Mais vous avez diagnostiqué. Juste de l'écouter. Arrêtez donc. C'est juste fine, vous. J'ai des prières que je vais peut-être vous envoyer. Espèce de taquine. Chantal, merci beaucoup de votre appel. OK, bye-bye. Vous comprendrez qu'elle me taquine avec son affaire de prière. Elle sait très bien que j'écoute. Je suis athée. Alors aujourd'hui, on demande, je le dis pour la dernière fois, on demande à nos auditeurs, auditrices, de faire une espèce de bilan. Est-ce que vous avez progressé avec tous les sujets? Et je regardais le nombre de sujets qu'on a passés, j'ai gardé tout ça, Pierre. C'est hallucinant. Alors, à travers tout ça, les confrontations, ce que les autres auditeurs disaient, avez-vous l'impression d'avoir progressé? 790-0224, 1-800-667-52-41, puis on va à Éric tout de suite. Bonjour, Éric. Bonjour. Oui, bonjour, Éric. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Mme Janine. Le sujet d'aujourd'hui m'a beaucoup touché, moi, parce que ça donne bien, tu sais. C'était ça que je voulais vous témoigner, tu sais. En fait, j'avais essayé d'appeler cette semaine, vu que c'était votre dernière semaine à l'émission. Puis, j'avais eu envie de vous dire, tu sais, à quel point vous m'avez aidé. Puis, j'ai pas pu avoir la ligne parce qu'il fallait que je parle du sujet du jour. Puis, j'ai essayé de passer, tu sais, puis avoir la ligne pareille. Puis, la madame, elle n'avait pas aimé ça, fait que... Aujourd'hui. C'est pas de sa faute. C'est vrai, c'est pas de sa faute. Alors aujourd'hui, c'est votre tour. Bon, ben merci. Fait que c'est ça, ce que je voulais vous témoigner, c'est que moi, là, 7-8 ans environ, là, j'ai commencé, d'abord, je vais vous décrire comment j'étais, là. Moi, là, j'étais, on pouvait dire une locumène, j'avais 29 ans à ce moment-là, là. J'étais un alcoolique, j'étais un drogué, puis je m'en allais, là, vers une peine d'emprisonnement, là, c'est sûr, là, que j'aurais fini par tuer quelqu'un équipé comme j'étais, là. Puis, j'ai commencé à faire des réunions, là, dans Alcoolique Anonyme, puis j'avais rencontré du monde qui avait de l'allure un peu, là, mais c'était tellement pas dans moi, puis tellement de choses que je portais que j'étais pas capable d'identifier, moi. C'est pas compliqué avec vous autres, tu sais, j'ai découvert que on m'avait élevé dans une cave, tu sais, avec la lumière fermée, tellement que j'étais ignorant, tu sais, rendu à 29 ans. J'avais jamais avoué à personne là, que je me masturbais à 29 ans. J'étais pas capable de concevoir ça. T'sais. Puis c'est ça, celui qui m'a aidé, tu sais, dans Alcoolique Anonyme, vous écoutait, puis en me tenant avec, tu sais, j'ai commencé à vous écouter, puis de là, tu sais, ça n'a pas été sans heurte, tu sais, les fois où que je raccroche fermé à la radio, j'étais là, ben ouais, on sent pas de bon sens, tu sais, puis
ça a été ça qui a déclenché en moi un processus de regard vers moi, tu sais, puis j'ai appris, tu sais, avec les années, à vraiment, quand je vous écoutais, continuer de réfléchir, puis aujourd'hui, je vous dirais que quand vous disiez quoi, là, dans les dernières années, c'était comme, qu'est-ce qu'il voulait dire, sacrément. Il voulait dire quelque chose, mais il ne dira pas, il va attendre qu'on le trouve nous-mêmes. C'est ça le travail, le tire-bouchon. Oui. Puis, autrement, ça devient infantilisant comme attitude. Oui, mais moi, je vais vous dire, à 29 ans, j'avais comme 3-4 ans, émotionnellement, là, comment j'étais équipé, là. Mm-hmm. Puis, vous m'avez vraiment donné le goût d'être vrai, tu sais, face à moi. Tu sais, de par votre présence, de par votre être, tu sais, vous avez été l'être humain, là. C'est pas quelque chose, c'est pas petit que ce que je vous dis, là. Ça a été vraiment l'être humain sur la planète que j'ai vu, que j'ai vraiment trouvé intègre envers lui, qui m'a donné le goût de développer ça dans moi. Tu sais, vous avez été un père pour moi, tu sais. Je me rappelle une fois, j'allais chercher mon gars après mon travail à la garderie de l'école, puis j'étais obligé de m'arrêter, tu sais, sur le bord de la route, parce que je venais de réaliser, tu sais, qu'elle avait été orphelin de mère puis de père, tu sais. Puis vraiment, après ça, tu sais, ce qui a été, tu sais, c'est de trouver des gens, tu sais, qui avaient de l'allure le plus possible. Pourquoi puis, vous vous êtes arrêté sur le bord de la route? ça a été toute une constatation, tu sais, d'être obligé de m'avouer ça, tu sais. Éric, Chris, t'en as pas eu de parents, tu sais, c'était 2 caves, tu sais, puis ils ont été des géniteurs, puis sans les excuser, sans... Pourquoi s'arrêter sur le bord de la route? C'était pas pour arriver. J'arrivais sur la rue là, de la garderie, là. Tu sais, j'étais dans un état émotionnel, là, que j'étais pas capable de rentrer là et accueillir mon petit gars comme il faut, puis être présent, là. Pourquoi s'arrêter sur le bord de la route? Pas continuer à conduire comme ça, dans cet état-là, là, parce que ça donnait un grand coup, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêchait de conduire? Qu'est-ce qui m'empêchait de conduire? Ben, j'étais plus là, tu sais. C'était comme, aïe, tu sais, c'est quelque chose, là. Aviez-vous les yeux pleins de larmes? Oui. Ben oui. Et je ne vais pas vous le dire, oui. Pourquoi vous n'osiez pas le dire? Parce qu'on se fait vers le pire, Eric, quand on braille ici. Non, Non, c'est pas exact. Non, Pierre, je le sais. C'est pas Je vrai. sais, il a fait c'est ça. les larmes de crocodile que je dénonce. Pas les véritables. Ben non, C'est pas des véritables larmes. Mais il osait pas vous le dire. Mais attendez un peu, mais je continue, c'est bien important ça, Éric. Pourquoi ne pas conduire lorsqu'on a des larmes dans les yeux? Pourquoi ne pas conduire lorsqu'on a des larmes dans les yeux? Ben moi, là, j'ai pas réfléchi à ça, là. Je me suis tassé, là. Ça avait pas sa place dans le chemin, là. De base, c'était une école, là. Non, mais savez-vous pourquoi? C'est qu'on voit pas clair. Ouais. Lorsqu'on pleure, là, on peut pas conduire. Et il y a des je l'ai appris à mes dépens. C'est arrivé une fois, il y a bien des années, qu'il y a une patiente qui était venue me voir à mon bureau, et elle est partie en larmes, et elle a pris le champ, fort heureusement, à Champlain. Elle a sauté dans un fossé, parce qu'elle pleurait au volant, puis elle n'a jamais vu la route. Faut faire attention, là. Et par la suite, j'ai toujours mis les personnes qui me consultaient en garde, faites attention, si vous pleurez, vous arrêtez tout simplement, puis vous attendez. Parce qu'on ne peut pas pleurer au volant, c'est dangereux. Puis en Parce plus... qu'on n'a pas d'essuie-glace, hein. C'est comme l'eau qui tombe dans le pare-brise. On voit plus. Mais vous riez, mais il y a un paquet de monde qui n'ont jamais réalisé ça. Comme lorsqu'on éternue, savez-vous pourquoi tout le les monde gens... qui éternue ferme les yeux. Oui. Faites attention. Mais savez-vous pourquoi on réalise pas ça, Pierre? Parce que quand ça arrive, ce qu'Éric décrit, là, probablement que t'es tellement en état d'émotion que t'as les yeux intérieurs. Ça se peut-tu, Éric? Oui, c'est ça. T'es tourné vers l'intérieur, tu regardes plus ce qui se passe en avant pantoute. Et c'est dangereux. C'est dangereux au volant. Ça, sur ce point-là, j'exagère pas. Très dangereux. Alors, comme vous avez fait, c'est pour ça qu'un peu en vous taquinant, la manœuvre que vous avez faite est extrêmement importante. On s'arrête tout simplement sur le bord. Puis là, tu laisses passer le morceau. Oui, on attend. Ça prend le temps que ça... Oui. J'ai pas osé répondre parce que quand je vous ai appelé, là, j'étais mort de trouille, là, parce que j'avais une des peurs qui était plus grande que les autres, c'était de me faire chicaner par vous. Je chicane pas tout le monde, Éric. Non, mais... Avez-vous déjà entendu chicaner quelqu'un qui est de bonne foi, de bonne volonté?
Non, ça c'est vrai que même les gens qui partaient sur une mauvaise track avec vous, quand ils revenaient dans la track, je vous voyais tout de suite changer puis être capable de les accueillir quand ils étaient capables d'honnêteté. Ce que vous acceptiez pas, c'est quand ils étaient malhonnêtes. Mais m'avez-vous déjà entendu ramasser un crosseur en ondes ou une vieille crosseuse? Oh oui. Moi, je pense que, dans le fond, Pierre, vous pourriez jamais aller en Australie. Pourquoi? Joke plate, là, les Autruches, vous avez une allergie. Oh! C'est vrai. Ceux qui se cachent la vérité. Non, c'était pas. Éric, merci beaucoup de votre appel. C'est touchant. Ouais. Je trouve ça touchant. Vous êtes un père pour moi, puis c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. C'est quelque chose, aussi, hein? Vous aussi, tu sais, Janine, vous avez été l'exemple d'une femme mature. Là. Moi, des fois, là, si j'aurais été dans votre place, là, tu sais, comment vous étiez capable d'accueillir ce que M. Maillot il vous disait, là, si ça faisait sacrément, comment ça qu'elle vient pas fort, comment ça qu'elle fait pas comme ceux-là que je connais, moi, qui passent les baguettes en l'air, puis qui calissent tout ça là, puis qui, tu sais, ça me donnait espoir qu'il y en a des vraies femmes, tu sais, puis c'est ça. Éric, merci. Merci, puis continuez. Je l'entends des gens que j'apprécie beaucoup, tu sais, qui disent souvent, elle, c'est toute une femme solide, puis droite, puis... Et c'est vrai. C'est une vraie. Je suis vraiment d'accord avec ça. Pour l'avoir côtoyée pendant 10 ans, c'est une vraie. Puis elle est belle comme un cœur en plus. Brillante, sensible et belle. Oh, quelle mixture. Des témoignages comme ça, tu sais, des gens qui ont été aidés par ce qui se passait ici, des fois, c'était tellement rough. Vous savez, Eric, c'est une torture de travailler avec Janine. Là, vous faites vous déviez le sujet. Non, je m'exprime. On était dans une profonde réflexion. Éric, merci beaucoup. Merci au nom de mes enfants aussi. Oui, oui, ça c'est une belle conséquence. Quand quelqu'un a pu se réapproprier ses affaires, peut finalement en donner à ses enfants. Ouais, puis là, t'inverses les choses. La roue tourne dans le bon sens. 790-0224, 1-800-667-5241. Qu'est-ce que cette tribune vous a apporté au fil de ces 12 années? On y va là-dessus. Et sapristi, quelle époque! Oui, c'est des vieilles ritournelles de CKC. Parce que là, on tourne à page. CKC tourne à page. Oui. On s'en va all sports. Alors, c'était... mais c'est vrai. Mais oui, c'est une journée... Attends un petit peu, là. Oh, il y a plus que nous autres, là. Il y a la fin, cet après-midi, avec notre émission. Oui. La fin d'une époque de CKC. Une radio généraliste qui devient une radio spécialisée. Parce que tout à l'heure... L'émission qui nous suit, c'est l'émission des sports, l'équipe des sports, et eux sont déjà dans la nouvelle formule. Exactement. Nous fermons la porte à une époque de CKC, et non pas fermer la porte de CKC. Non, c'est ça. On change de vocation. Ça a toujours été une radio généraliste. On parlait de tout. Oui. Et quand on va fermer le micro tantôt, à 4 heures. C'est ça. À 4 heures, moins 4, moins 5. Oui. On passe à une autre ère, puis c'est ça, il y avait Jacques Proulx là, qui parlait, puis qui fait l'historique, qui est passé 40 ans ici, c'est pas rien, là. Un CKC spécialisé. Alors, à 4 heures moins 4, ça va être la fin de CKC généraliste. Oui, qu'on connaît depuis... À partir de 4 heures, le début de CKC spécialisé. Yes, my dear. On parle à Claire. Bonjour, Madame Claire. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Claire. Je suis très contente de vous avoir rejoint. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Je suis un peu énervée. Oui. Je tiens à vous féliciter et vous remercier aussi pour ces belles années. Je vous ai écouté tellement souvent. Excusez-moi, ma voix va trembler un petit peu. Aucun problème avec ça. Bon, mais moi, comme je vous ai dit, je suis assez déçue. Je suis peinée que votre émission se termine aujourd'hui. Mais j'ai quand même espoir qu'on va peut-être vous réentendre ailleurs. Je sais pas. On va voir l'avenir. Mon petit doigt, des fois, qui vivra verra. Bon. Elle boucle à 58. Janine est fraîche comme une... Elle est toute jeune et fraîche. La vie continue. Puis pour rejoindre le thème d'aujourd'hui, là, moi, c'est venu beaucoup me chercher pour que j'appelle. C'est que moi, je vous écoute depuis plusieurs années. Puis si je me compare à avant, je vais essayer de dire ça dans mes mots. Oui. Moi, je me considérais toujours comme une victime. Tout ce qui m'arrivait, c'était toujours la faute de tout le monde. Ouais. À job, en amour, mes amis. Tout allait mal, c'est jamais de ma faute. Puis à un moment donné, il y a une cloche qui m'a sonné, ding, 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 en tout cas. Puis là, ça m'a vraiment réveillée, puis ça doit être à force d'entendre les propos et tout ça. Puis
c'est là que j'ai trouvé que c'était plus facile de rejeter toute sa faute des autres que de prendre mes responsabilités puis de les assumer. Parce qu'il y a des choix que dans la vie qu'on est capable de faire, qu'on peut faire. Oui. Il y en a d'autres qu'on peut jamais faire. Par exemple, il y a des circonstances dans la vie que on n'a pas le choix. Puis, ben moi, ça a été un gros réveil matin, ça, là. Parce que ma vie a tourné de bord à ce moment-là. Puis moi, pour dire, voyons, excusez, je suis un peu énervée. Claire, allez-y, lâchez-vous. Bon, moi, c'est quand on se lâche que c'est le plus cohérent. Quand on se retient, ça devient tout mêlé. Okay. Dites ça, pêle-mêle, allez-y. Je prends des notes. Vous savez, j'ai toujours fait ça. C'est que ne craignez pas comme auditeur, comme intervenant en ondes, d'être mêlé. J'écris pendant que vous parlez. Ça fait que si vous autres vous êtes mêlés, je vais vous aider à vous démêler. Allez-y. Parfait. Bon, puis, ça, je parlais de choix. C'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent. On n'a pas le choix. Moi, exemple, choisir ses parents. Personne ne peut choisir ses parents. Non. On peut choisir d'avoir des enfants, puis on les choisit. Mais puis en plus, on ne choisit pas ses enfants non plus. Alors, on ne choisit pas ses parents. Alors, il y a des choix majeurs qu'on ne peut pas faire. Mais il y en a une coupelle qu'on peut faire. Je trouve ça tellement drôle, Claire, que vous appeliez sur ça. Vous dites, je me voyais tout le temps comme une victime. Puis juste avant de partir, j'ai pris le dernier livre de Pierre, Pour élever ses enfants, prière de ne pas rabaisser. OK, conclusion. Je veux la conclusion. Puis il parle de la déresponsabilisation. Exactement la même affaire. Je trouve ça vraiment, la coïncidence. Vous, c'est là. Vous avez pris la responsabilité de vos affaires. Oui, je dis pas que ça a été facile. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais maintenant, je choisis mes amis. Mon chum, si je suis pas bien avec, ben, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Maudit Mathieu. Il a foutu le bordel. Non, mais c'est vrai. Avant, on avait une société soumise, puis ce maudit-là, il arrive en onde, commence à brasser à Canis. Puis là, le monde, ça commence à choisir les amis, envoie promener la chum. Fuck you, buddy. Non, mais si je reste là, c'est parce que je veux, c'est ce que je crois. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Puis le contre, pas le contre. Un autre type de situation que j'ai subi, ça c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas changer, mais j'avais le goût d'en parler pareil parce que c'est pour vous montrer comment que, avec la force et tout ça, des fois, il y a 2 ans, j'ai eu une opération qui semblait bien mineure, on va dire. Oui. Ils appellent ça un glomus sur la carotide. C'était comme une grosse bosse. Bon, on me l'a enlevé, ça a duré 11 heures parce que c'était plus compliqué que prévu, mais ça a bien mal viré. Bon, il y a des nerfs crâniens qui ont été touchés. Je me suis ramassée avec de l'eau sur les poumons. Ça m'a causé un infarctus. Donc, j'ai eu le visage paralysé du côté droit. Oui. Une corde vocale qui fonctionne pas, mais ça marche pas encore. Mais j'ai dû me nourrir pendant 6 mois avec un tube dans le ventre. Ça, j'ai trouvé ça dur, par exemple. Mais, j'étais pas capable de boire ou manger, là. Mais aujourd'hui, j'ai réappris à manger, j'ai réappris à parler. Parfois, ça paraît un peu, ma voix est pas... Ça vous donne une voix sexy. Elle est belle, votre voix. Une belle voix sexy. Mais ça, c'est une situation, des fois, qu'on n'a pas de contrôle. J'ai eu le contrôle après de remonter, ou pas. Ouais. Même qu'aujourd'hui, mon cardiologue m'appelle sa miraculée. Parce que, là, je vais commencer l'entraînement physique. Ce qu'il n'aurait jamais cru. Mais là, en tout cas, la vie, des fois, il y a bien des choses qu'on peut changer. Mais par notre force. C'est ça. Puis en se responsabilisant. Puis je voulais rajouter, je vais le dire. Moi, j'ai déjà eu des troubles avec l'alcool il y a bien des années, peut-être 15 ans. Puis j'ai arrêté de boire. Oui. J'ai fait du mouvement. Oui. Que j'adore remarquer. J'en fais plus souvent. Mais j'ai eu beaucoup de misère au début à m'accrocher. Oui. Parce qu'il y avait trop de mon Dieu, de prières, de prières. Exact. Et j'étais pas capable d'y croire parce que je suis pas très croyante. Oui. Mais là, j'avais tout transformé, la prière de la sérénité, moi. Je disais, donne-moi la sérénité d'accepter les choses. J'avais tout inversé les phrases. Puis, je me suis donné à moi le mérite que j'avais. Bon, je trouve que c'est très... ça aide beaucoup plus que de donner le mérite à quelqu'un. Exact. En tout cas, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Vous faites vraiment bien. Et vous me rejoignez, je l'ai déjà dit à des personnes, mais je voulais pas trop être critique face au mouvement alcoolique anonyme parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ah oui, mais les maudites bondieuseries, là... Ça, j'ai beaucoup de difficultés, mais vous avez raison, c'est vous qui avez raison. Je vais chercher des choses... Elle a puisé, c'est ça. J'ai besoin. Oui. Ils font mon affaire, puis le reste, je le prends pas. Voyons, attribuer le mérite de son effort à Dieu. Non.
si vous faites un effort et c'est couronné de succès, le mérite vous revient. Ben, ça m'a aidé bien plus qu'ils reviennent à moi. Puis tu prends des forces. Tu prends ta conscience que tu prends des forces. Mais le collectif de la tribu ne veut pas trop que les individus commencent à s'attribuer le mérite de leurs efforts. Alors, Claire, la responsable, bonjour. Merci de votre appel. Bye. Tous les sports. Alors, dernière émission d'une série de combien? Avez-vous déjà compté le nombre d'émissions que vous avez fait? Non, en 12 ans? J'ai calculé le nombre d'appels et on dépasse 22 000 appels en an. Si tout avait été scripté, il y en aurait du manuscrit. Encyclopédie de l'horreur. Ben non, peut-être de la vérité dans certains cas. En tout cas, on va à Nathalie parce qu'aujourd'hui, on voudrait demander pour la dernière fois à nos auditeurs et auditrices de nous dire en quoi les émissions, les interventions, tout ce qui s'est passé ici, de confortable et inconfortable, vous a permis peut-être de grandir, d'avancer, de débloquer certains... Ou de régresser. Ou de retourner en arrière. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant. On va voir, peut-être d'ici la fin de l'émission. Alors, on va à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Monsieur Maillot. Bonjour, Madame Ross. Madame Nathalie. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de vous appeler à mon tour. Là, comme vous dites, c'est un privilège pour vous d'avoir été en ondes si longtemps. Oui. Mais moi, c'en est un aujourd'hui parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je vous écoute. Alors, je sais de quoi je parle. Et j'avais vraiment envie justement de vous dire combien j'ai grandi avec vous pendant ces 10 années-là. Je pourrais dire même que j'ai élevé mes enfants en m'inspirant de vous. J'ai 4 enfants. Je les élève encore, bien sûr. Là, le plus vieux, 16 ans. La plus jeune va avoir 11 ans bientôt. Oui. Donc, j'ai eu... Puis, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez, en tout cas, pu mentionner tout au long des années, c'est vraiment venu me chercher. Puis, ça a eu vraiment une influence sur la façon que je me suis pris avec mes enfants. Même si j'avais déjà... je pense que j'avais déjà un gros bon sens, comme on pourrait dire. Là. Oui. Puis, c'est ça. Mais tout au long, c'est ça, c'est que moi, je me suis toujours considérée un petit peu marginale. Vous faisant partie de la fameuse minorité que vous dites il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Puis, oui, il y a encore du monde. Exemple, mettons, après avoir eu mes 4 enfants, tu sais, j'aurais pu être grosse, puis ça, tout le monde dit, oui, mais j'ai eu des enfants, ça, pour vous donner des exemples. Moi, j'ai encore le même poids qu'à mes 20 ans. C'est pas vrai qu'on est obligé d'être grosse parce qu'on a eu 4 enfants. Yes, madame! C'est ça. Aussi, ça contribue à la fierté, hein, Nathalie? Absolument, ouais. Absolument. Puis je veux dire, pourquoi moi, je voulais rester une femme aussi, là, pas juste une mère. Et puis, quand vous avez pris le terme mère professionnelle, ça, c'est... Ça, là. Hey, elle est sortie, ça fait pas très longtemps, celle-là. C'est Pierre qui l'a sortie. Pardon? C'est Pierre qui a sorti ça, la mère professionnelle. Oui, il aurait dit ça à une émission. Moi, j'ai pas écouté l'émission, mais j'ai écouté à la radio quand M. Maillot vous avez dit que vous aviez utilisé le terme mère professionnelle. Ah oui? Vous en souvenez, là? Non, ça fait pas... Oui, Pierre, ça fait pas très longtemps. J'ai dit tellement de niaiseries que... je me souviens pas. Moi, ça m'a beaucoup... ça m'apparaît tellement élémentaire que est-ce qu'une femme pourrait épouser ça comme profession, faire de sa maternité son emploi principal? Pourquoi pas? C'est ça, puis je l'ai fait pendant 14 ans. Parce que ça colle, il y a une étiquette, qui est plus glamour. C'est bête à dire, parce que il y a des femmes qui nous appellent et qui disent, moi, je travaille pas, j'élève mes enfants, je suis à la maison. Ben voyons, tu travailles pas. T'en colles des heures quand tu élèves des enfants. C'est ça. C'est à temps plein et plus. Ah oui, absolument. C'est 24 heures sur 24, puis c'est... puis là, je l'ai par choix, parce que moi, j'avais une formation d'éducatrice spécialisée. Oh. Puis j'ai comme assez rapidement, j'ai eu mes enfants. Nathalie? Oui? Permettez-moi de vous contester légèrement. Allez-y. Tout à coup, que les conseils que je vous ai donnés aient été des conseils plus ou moins judicieux et que vous les ayez appliqués auprès de vos enfants et que ça ne donne pas des bons résultats. Ah, je pense pas, parce que si j'observe mes enfants, ça donne des bons résultats. Oh! Fait que là, si j'en prends l'observation que je fais de mes enfants... Autrement dit, vous partez de la prémisse que si le résultat était bon, le conseil n'a pas pu être mauvais. Exact. Ah bon? Ben oui, des petits exemples, même quand il était très jeune, là, l'histoire de donner des tapes, même ses mains pour dire, le piton de la radio, pas de la radio, de la télévision, il n'arrête pas de toucher, puis pouf, une tape ses mains. Des affaires de même, parce que moi, c'est sûr, je les ai eu rapprochés, puis c'est pas une excuse, là, mais j'étais fatiguée des bouts. Yeah. Non, ça, on le comprend. Avec 4 rapprochés, là, c'est de la peau. C'est moins patient. C'est une job, c'est exigeant, puis oui. Puis la patience, elle était pas toujours là. Exact. Le fait de vous avoir entendu faire comme, dans bas de 3 ans, même jamais, là, mais je veux dire,
c'est très, très néfaste, un enfant de recevoir des tables. Malgré je n'ai jamais donné à répétition, mais la même a déjà parti. Je peux vous le confesser. Oui. Tu sais, sa petite cuisse. Mais là, quand le jour où je vous ai entendu parler de ça, j'ai fait c'était fini. J'ai fait comme, non, on va trouver d'autres stratégies. Il y a d'autres moyens. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est certain. La maudite TV puis vos babelles, quand vous avez 4 enfants, pourriez-vous les élever de 2 pieds de plus? C'est ça, non, mais là, je n'ai plus eu de problème à ça. Non, mais comprenez-vous, là, je le dis pour les auditeurs, là. Oui. Hey, arrêtez de faire ces enfants, vos guenilles, mettez-vous à 4 pattes. C'est ma conjointe qui avait... Ça vient pas de moi, par exemple. C'est ça. Et là, je l'avais déjà entendu à un moment donné, parce qu'elle a élevé 3 enfants. Et à un moment donné, elle avait dit à quelqu'un, elle dit, mets-toi à 4 pattes, puis tout ce qui va être à ta hauteur, enlève-les de là. Ben oui. Et j'avais trouvé ça brillant. T'évites les conflits. T'évites les... Touche pas à ça, touche pas à ça. C'est simple. Puis ceux là qui vous traitent de misogyne ou des choses comme ça, là, je m'excuse, mais moi, je suis une femme, et jamais en 10 ans, puis je vous ai écouté, là, les 14 ans à la maison, je vous ai écouté pas mal à temps plein, puis après ça, j'ai commencé à travailler. À tout du temps passant, c'est pourri comme société pour... moi, j'ai comme pas pu faire de carrière, là, en tout cas, augmenter mon salaire pendant ces années-là. Fait que ça coûte très, très cher, le choix que j'ai fait. Yes! De retourner travailler avec 4 ans, parce que vous aviez la garderie, c'est quoi? Non, là, j'ai pas eu besoin de garderie. J'ai attendu qu'il y en ait un assez vieux pour que quand il arrive de l'école, qu'ils soient tous à l'école. Puis quand il y en a un qui soit assez grand pour ceux qui arrivent plus de bonne heure de l'école. Là. Ouais. Mais ça coûte cher en qualité de vie? Ça coûte cher en grande carrière, en tant que la fameuse carrière professionnelle, là, c'est pas pareil, là, je pars de loin, moi, là. Pendant que le père de mes enfants, lui, il a pu faire sa carrière, puis j'en suis très reconnaissant aussi qu'il ait putain, vous avez... j'ai tellement... Non, attends un peu, la misogynie. Oui, la misogynie. La misogynie de Mailloux, elle a roulé en cibole la semaine passée, celle-là. Oui, mais... que la misogynie a roulé la semaine passée! On finissait ça sur un autre temps. Non. Non, je me suis jamais sentie dévalorisée ou méprisée par vous, jamais. Au contraire, valorisée, comprise. C'est pourquoi que la semaine passée, on me traitait de misogyne gros comme le bras dans... Inconscients, sont innocents. C'est que... Vous êtes de quelle région, vous? Québec. Ah, voilà! Oui. On va faire sonner nos cloches. Ça va faire. Non, continuez. Alors vous êtes jamais... Non, mais écoutez, j'ai peut-être un fond de misogynie inconsciente. Pierre, quand on marque en première page du journal, les femmes sont inférieures. C'est comme ça. Non, mais Nathalie, ce que je dis, c'est que les gens qui ouvrent leur journal la semaine passée, première page, à droite, c'est écrit « Les femmes sont inférieures » du Dixit Mailloux. Là, ça y est, c'est reparti. Pourquoi que moi, mais j'ai 39 ans, là, comment ça fait que je comprends, même là, l'histoire qu'on l'a traité de raciste aussi, moi, j'ai compris, avant même que M. Mailloux l'explique par après dans les émissions, j'ai compris, moi, qu'il n'est pas raciste, il a dit la moyenne, le mot moyen, tout, c'est pas tant plus. Oh, le méchant Mailloux. Faites attention, là, il y a Russell qui est ici dans le studio avec nous autres, puis Russell, si vous parlez en mal des Noirs, il va vous sauter dessus, là. Ben non, on parle pas mal des Noirs. C'est pas non. J'ai des amis noirs, hein, j'ai pas de problème avec ça. Il y a pas... En tout cas, je trouve ça... Ouais, mais moi, j'ai seulement des ennemis noirs. J'en ai pas d'amis noirs. Vous en avez des amis noirs. C'est pas vrai. Ah ouais? Vous savez où, vous? C'était des journaux. Tout a été des journaux. Mais vous n'avez pas idée de ce que vous faites au niveau de... Moi, je vous appelle mon éveilleur de conscience. Vous êtes vraiment un éveilleur de conscience, puis c'est sûr que la masse dort. Vous rentrez là-dedans, puis vous faites comme « Hello ». Alors, Pierre Mailloux, le réveil matin. Nathalie, merci beaucoup de votre appel. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. J'espère que vous allez continuer, M. Mailloux. Je le souhaite de tout cœur. Faut vous... En tout cas, si vous le voulez. Front du vieux. Ben oui, puis y a-t-il un email qu'on peut vous écrire? Oh non, il n'y a rien, Front du vieux. Non, vous n'êtes pas trop vieux. J'érecte plus. OK, on se retrouve tantôt. On va faire la pause. Alors, on poursuit, dernière émission de la série de 12 ans. 22 000, bon, Pierre, on avait le décompte, donc 22 000, au-delà de 22 000 c'est ça. Alors, s'ajoute à Marie. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. Je suis contente de vous parler à vous deux, parce que pour moi, vous êtes importants, puis vous n'êtes pas des épais. Puis le truc, c'est parce que pourquoi que je suis contente pour moi, là, c'est parce que c'est un courage que je me donne, parce que quand j'étais petite, on a voulu faire croire que j'étais stupide. Puis là, si je peux vous parler,
parce que je me dis, puis qu'on arrive à se comprendre, puis à échanger, je me dis, je suis peut-être pas si stupide que ça. En plein ça. OK. Ça a commencé, c'est plus, j'ai l'impression que c'est mes deux parents, mais c'est plus mon père. Par rapport que, quand, mettons, j'étais dans la trentaine, quand je vous écoutais, là, je vous ai écouté depuis le début, puis là, j'ai eu la force de vous appeler, vous comprenez? Oui. Puis là, quand j'ai eu, dans la trentaine, j'ai affronté mon père un peu. Puis là, il me dit, à un moment donné, parce que, vu que je suis diabétique, il me dit à moi, quand t'étais petite, on voulait pas t'amener chez la visite parce qu'on pensait qu'il penserait que t'es folle. On avait peur de t'amener parce qu'on voulait pas qu'il pense que t'es folle. Tu comprends? Fait que là, moi, sur le coup, j'ai fait le saut. Je me suis dit, ouais, mais je suis pas folle, je suis juste diabétique. Là, c'est comme parce que quand je fais des comas, des fois, tu divagues un peu, mais tu sais, c'est pas, je suis pas stupide. Là, c'est comme, tu sais. Puis la première shot, après, je suis retournée en arrière parce que c'est vous qui m'avez habitué à comment ça se fait que je fais telle affaire ou pourquoi que je fais ça. Puis là, je retournais en arrière. C'est quoi la première fois que je me suis sentie stupide? C'est quand j'étais à l'hôpital. C'est l'hôpital qui me gardait. Ils m'ont placé là. J'avais 11 mois quand j'ai commencé à être diabétique. Ils m'ont placé jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis ils venaient me voir de temps en temps, une fois par semaine, qu'ils m'ont dit, puis que ils me gardaient, ma mère, elle me gardait 1 mois ou 2 par année parce qu'elle était pas capable, c'était trop difficile. Puis bon, elle en avait 2 autres, là, elle en avait 3 en même temps. Puis le truc, c'est que je me souviens, quand j'étais jeune, là, je devais avoir peut-être 5, 6 ans, 7 ans, il était venu me voir. Cette chute-là, je me souviens. Puis là, la madame qui me gardait là-bas, elle m'amène dans une autre pièce. Là, mes 2 parents sont là. Là, on ferme la porte, tout. Il fait un beau soleil, je me souviens. Puis là, il y a une table au milieu rectangulaire. Puis là, mes parents sont sur un bord puis, avec la madame. Puis moi, je suis sur l'autre bord. Puis là, ils m'ont jamais pris dans leurs bras. Ils viennent me voir, là. Me regarder, me toucher, me parler. Non, ils parlaient avec la madame de moi. Puis moi, je me souviens, j'étais de l'autre côté de la table, là, puis là, je m'énervais. Puis je me roulais à la tête, puis je faisais des singeries, puis des... Tu sais, là, je voulais puis jamais. Puis là, la seule chose que j'ai vue, c'est le regard, là, en voulant dire stupide, ou c'était niaiseux, je me sentais niaiseuse. Tu comprends? Fait que là, après, c'est là, à 34 ans, je suis revenue en arrière, puis là, je me suis dit, c'est là. C'est ça qui fait que je me sens stupide. Puis ils ont presque réussi parce que j'étais pas capable de travailler, j'étais pas capable de garder mes jobs, j'étais pas capable, parce que c'est l'hôpital qui m'a élevé, hein, de 11 mois à 10 ans. C'est eux autres. Fait que là, je me dis, c'est ça que je voulais vous demander, c'est que j'ai eu une multitude de personnes qui m'ont gardé, dans le fond. Oui. Parce que là, je me dis, il y a 3/4 de travail par jour, puis il y a combien de personnes dans l'équipe? Y en avait-tu au moins quelques-unes qui étaient fins avec vous? Je me souviens pas. Pas du tout. Je sais que quand je suis retournée, parce que ma mère, elle a pris aucune photo de moi, parce qu'elle se disait, je vais pas m'attacher à elle, elle va mourir. Moi, elle voulait que je meure, d'après moi, c'était moins compliqué, tu sais, je sais pas, elle m'aime pas, je sais qu'elle m'aime pas, puis elle me dit, parce qu'on n'a pas d'affinité, mais c'est quoi que ça veut dire, ça? On n'a pas d'affinité. C'est quoi l'affaire? Tu fais pas des copies conformes quand tu fais des enfants puis tu les prends comme ils sont? Pas d'affinité. Ouais. Là, tu sais, c'est ça qui fait que il me parlait tellement niaiseux d'une façon stupide. Regarde, même une fois, la dernière fois qu'on s'est parlé un peu, c'est quand je suis allée à la mère de ma mère est décédée. Oui. Puis là, moi, j'avais amené, c'est peut-être dans ma tête à moi, je voulais pas lui donner une fleur, j'ai amené un fruit. OK, je voulais lui donner ça, mais j'ai demandé la permission à ma mère, tu sais, mettre sur elle le fruit comme une offrande, whatever. C'était dans mon cœur à moi, je voulais faire ça. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'étais dans la trentaine. OK, continuez avec l'affaire du fruit. Puis là, j'ai demandé à ma mère, parce que c'est sa mère à elle. J'ai demandé la permission, est-ce que tu veux, tout ça. Là, elle me dit non, elle dit, parce qu'il faut pas déplacer le corps. Là, je l'ai regardé, je dis, ben oui, on va aller faire du ski. Lève-toi, grand-maman, on va aller, tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Mais je l'ai pas mis, le fruit.
Tu comprends? Oui. Là, je me dis, c'est quoi? Hein? Peut-être que là, je me suis dit, là, mes autres sœurs... Quel fruit vous vouliez mettre sur votre grand-mère? C'est une poire. Mais pas parce qu'elle est poire, c'est parce que je trouvais... Non. Tu comprends? Parce que ça sent bon, puis c'était beau, c'était le printemps, je sais pas trop, tu sais. Puis... en fin de compte, j'ai pu le mettre parce que une des sœurs à ma mère, elle a dit, ah ouais, mets-la, là. Tu sais, je l'ai mis en fin de compte. Ça a accroché Pierre, ça. Ça a accroché Pierre, la symbolique de la poire. La poire que vous vouliez mettre sur le corps de votre grand-mère décédée au salon funéraire, si j'ai bien compris. Si c'est intéressant. Et vous nous dites, une poire, parce que ça sent bon, c'est le printemps. Puis la couleur est belle. Tu sais, ça fait une belle chaleur, là. Tu sais, c'était pour... je sais bien que la poire va pourrir après, puis tout, là, mais c'était doux dans mon cœur. Tu comprends? Parce que la poire a effectivement une poire mûre, a un goût très doux. Oui. Vous dites, ça faisait doux dans mon cœur. Si c'est intéressant. C'est plein de symboles. Là. Oui, exactement. Oui. Il y a une richesse symbolique ici, là. C'est ça, moi, c'est ça que je voulais. Tu sais, et vous avez commencé à dire qu'on n'était pas trop épais. Non. Oui, votre mère était singulièrement épaisse, mais tout le monde ne sont pas épais. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai été entouré de crétins, on dirait, je sais pas trop, il y a vous autres, là, moi, j'aime ça. Puis mal intentionné, crétin, vous reprenez les mots que Pierre a sortis hier, puis j'ai le dit, Pierre, vous allez préciser. Puis il dit, ce sont des gens qui sont mal intentionnés. Ouais. Ça colle, hein? Ah, écoute, on se donne du langage. Ça colle, Marie. Une bonne personne, c'est une bonne personne. Une personne inconsciente, c'est une personne qui est inconsciente de ce qu'elle fait. Et quelqu'un qui est crétin, qui est méchant, qui est mal intentionné, malveillant, c'est ça aussi, ça existe. Tout ça existe. Mais c'est important de les démêler. Ouais. Oui, que ce soit nos proches, nos parents, nos amis, n'importe quoi. Ouais. Un crosseur, tu sais. Non, c'est intéressant. Puis il y avait une autre petite affaire. Allez-y fort. Savez-vous que vous êtes comme Janine aujourd'hui? Vous êtes en verre? Oui. J'aimerais savoir si c'est de la torture. OK? Parce que quand j'étais petite, puis ma mère, quand elle me gardait une fois par mois... Marie. Oui, on va devoir aller à la pause. OK. OK, on arrête là? C'est ça que vous voulez dire? S'il vous plaît. OK, on prolonge un petit peu. OK. Merci. On vous reprend tout de suite après les informations. Bien dans sa peau, avec... Dernière émission, Pierre Mailloux, après 12 ans, bien proche, en ondes. Et on continue parce qu'on était avec Marie qui voulait absolument poursuivre son intervention. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si... Parce que ma mère a fait quelque chose quand j'étais petite, puis j'aimerais savoir si c'est ça qui découle que j'ai peur de elle. Je la trosse pas. OK? C'est que quand elle me gardait, j'étais à l'hôpital, quand elle me gardait, mettons un mois, de temps en temps, il fallait qu'elle me donne mon injection. Ce qu'elle faisait, j'étais aux couches, là, je sais pas quel âge j'avais, mais je sais que je vais être petite, là, parce que je m'en souviens pas. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle m'attrapait, là, puis là, elle me couchait à terre, puis là, elle demandait à mes deux autres sœurs, qui étaient un an, puis l'autre était 1 an de plus, on se suivait, là, de s'asseoir sur moi, pour pas que je bouge. Puis là, elle me piquait. Mais je veux savoir si psychologiquement, c'est de la torture. Parce que moi, j'ai un chien, puis tu vas 3 fois chez le vétérinaire, puis à partir de la 3e fois, le chien, il veut plus y aller. Fait que là, je me dis, c'est peut-être de là que ça vient. C'est ça, entre autres. Parce qu'elle a posé une question, elle dit c'est de la torture. Il y a plus que ça. Vous ne la trustez pas parce qu'elle n'a pas su établir un lien maternel avec vous. Ouais. Vous savez, Mailloux, il a parlé souvent de l'importance du lien maternel. Ouais. Qui est un lien très particulier qui s'établit entre un enfant et une femme, pas la génitrice. Ouais. Et généralement, le lien maternel s'établit entre le bébé, le très jeune enfant, et une femme qui est maternante. Ouais. Pas avec un homme. C'est très rare. Et quand ça s'établit avec un homme, c'est généralement assez malsain, merci. Oui. Ou bien la mère n'est pas là, carrément morte en couche, quelque chose à certaines époques. C'est généralement malsain. Ouais. Alors, dans votre cas, vous n'avez pas pu établir un lien maternel avec une femme maternante. Non, parce qu'elle l'est pas pantoute, là. Puis même si elle l'avait été, ce n'est pas avec elle. C'est parce qu'il y a une période critique pour l'établissement de ce fameux lien-là. OK. OK?
Par rapport à l'hôpital, là, vous parlez. Oui, vous avez été dompé à 11 mois à l'hôpital. Ça, c'est de l'abandon. Oui. Et avant le 11 mois, à l'âge de 11 mois, à vous écouter parler, je ne crois pas que votre mère avait établi un lien maternel avec vous. Je pense pas, parce que... À ses deux côtés, vous ne la voyez pas comme votre mère. Oui. OK? Et elle ne vous voyait pas comme son rejeton. C'est ça. Et en plus, elle était légèrement cruelle et épaisse. Alors, vous avez 44 ans, Marie, aujourd'hui. Oui. Recherchez-vous encore quelque chose de ce côté-là? Non, par rapport que je le sais, là. Mais ce qui est difficile, c'est quand t'arrives, mettons, là, comme là, à Pâques, là, mon père, il m'appelle un peu. Là, à Noël, je fais de l'eczéma. Tu sais, quand il arrive des moments, parce que je les vois pas de l'année. Ma mère, je la vois une fois par année quand c'est Noël. C'est parce que ils ont comme un pouvoir sur moi. Je suis pas capable on dirait là que je l'oublie là ou que je le mets en veilleuse, puis que là j'y vais, mais dans le fin fond, je veux pas y aller. J'en ai rien à foutre. L'inverse, Marie. De quoi? L'inverse. C'est que vous avez trop envie d'y aller. Inconsciemment. Soyez prudente face à vous-même. Parce que parfois l'inconscient vous amène à vous mentir à vous-même. Mais si je veux y aller, ça donne rien. Non, mais reconnaissez que c'est pas que vous voulez pas y aller, c'est que vous voulez trop y aller. C'est pour ça que vous faites de l'eczéma, probablement. Il pourrait y avoir un lien avec ça. OK, merci. Je vous remercie bien gros. Bye, Marie. Bye. Continuez. Oui. Lâchez pas. Oui, l'inconscient est fourbe, Janine. Allons-y pour un autre. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer un autre appel? Oui, on peut tout de suite. Attendez un peu, on parle à... c'est Francis. Bonjour, Francis. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Francis. Oui, mon nom est Francis Prince. J'ai appelé, j'espère que vous avez 7-8 minutes à m'accorder. Allez-y, on verra. OK. D'abord, pour d'entrée de jeu, là, j'ai regardé au Canal D, là, j'ai vu la biographie de M. Mailloux. Oui. C'était très intéressant. Vous avez de beaux enfants, soit dit en passant. Et j'ai aussi, je dis pas ça pour courtiser, là, mais j'entendais souvent Madame Ross, là, Janine, me parler au téléphone. Je trouvais qu'elle avait une belle voix, mais dans ce documentaire-là, je vous ai vu et je peux vous dire honnêtement que vous avez une très, très belle personnalité, Janine. Merci beaucoup. Ceci étant dit, Pierre, tu es bien accompagné. Je le dis et le répète à qui veut l'entendre depuis longtemps. Mais moi, je ne l'avais pas vu. Mais soit dit en passant. Okay, je suis discrète. Ouais. Alors, le misogyne que je suis, c'est apprécier la féminité lorsqu'il la rencontre. Bon. Lorsqu'il la rencontre, c'est un bon point. OK, c'est excellent, ça. Je l'apprécie. Parce qu'on la rencontre pas tous les jours. Pour ce qui est de la tribune aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, cette tribune-là? Je vous ai écouté durant un an. Ça m'a... on parlait de régresser tantôt. Mm-hmm. Bon, je suis peut-être l'exception aujourd'hui. J'espère que je vous décevrai pas. Allez-y. Je vais tâcher d'y aller doucement. Moi, ça m'a apporté une vision du monde dans lequel on vit. Un monde qui est ignorant. Un monde qui est égoïste, qui fonctionne par intérêt personnel. Un monde qui est indifférent aux autres. Un monde qui est triste, voire même méchant. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui souffrent au Québec et partout. Ceci étant dit, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un gros problème. J'ai été abusé par un oncle de la famille pendant de nombreuses années dès mon jeune âge. Donc, j'ai perdu mon enfance. J'ai pas eu ma vie d'adolescent, ni ma vie de jeune homme, finalement. Demain, je vais avoir 44 ans et je vais fêter seul. Mais rassurez-vous, je vais me retenir, là. Je me mettrai pas à pleurer. Ça me tente pas de me faire traiter de loser aujourd'hui, là. Et, ouais, tu peux bien rire, toi. Mais, non, mais c'est correct. On va prendre ça sur le sens de l'humour. Oui, j'ai rien dit. Continuez. Tu m'as fait bien rire aussi, puis je vais en revenir là-dessus tantôt. Oui, allez-y. Oui. C'était le fun. Alors, non, hier, c'était pas méchant. C'était... Non, j'ai compris. J'ai très bien construit. Tu voulais secouer le gars, puis t'as bien fait. Et le secouer affectueusement, ce qui est très différent. Affectueusement. Moi, je l'ai compris. Dans le ton de départ, juste dans la dernière intervention de l'auditeur, j'ai compris que, je pense qu'il avait pris, là. C'était correct, c'était de bonne guerre. Vous l'avez senti comme ça, vous aussi, Francis? Absolument. Oui. Ceci étant dit, c'est ça. Moi, j'ai eu, donc, ce que je me suis aperçu, soit aux dernières nouvelles qui
qui est arrivé cette semaine, une femme que, elle a agressé un jeune garçon, des fois c'est des hommes qui ont des petites filles, et ainsi de suite. Et il y a une fameuse loi, vous savez, la fameuse loi là, du consentement à 14 ans. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. À 14 ans, on n'est pas conscient de ce qu'on fait du tout. À 14 ans, là, on est au secondaire 2, on joue au ballon, on fait de la bicyclette, on joue au hockey avec ses amis. C'est ça qu'on fait à 14 ans. Exact. À 16 ans, on peut parler différemment. Vous allez dire 2 ans de plus, mais vous savez mieux que moi que de 14 à 16 ans, l'âge mental, c'est une année-lumière. Oui, on va à la pause, puis on poursuit. Oui, on va continuer avec vous. Francis, est-ce que vous êtes toujours là? Toujours. Bon, OK, parce que vous nous aviez demandé un petit peu plus de temps. Allez-y. Aujourd'hui, admettons qu'on n'est pas selon la règle. Continuez, allez-y. Bon, OK, vous êtes bien aimable. Bon, c'est ça. Alors, où je voulais en venir à mon point, c'est ça. C'est que je trouve qu'au Québec, on n'aime pas nos enfants. On veut que nos enfants vieillissent avant l'âge et qu'ils s'assument seuls, rapidement, sans même se donner la peine de s'interroger sur le fond, à savoir s'ils sont prêts. Tout en oubliant, nous, les adultes, qu'on n'était pas mieux à cet âge-là. Comprenez-vous? Moi, on m'a demandé des choses inimaginables dès mon jeune âge. J'ai demandé de l'aide, on m'a laissé tomber. Qu'est-ce que vous avez demandé, Francis? Moi, ce que j'ai demandé, c'est que j'ai avoué à mes parents, à l'âge de 12 ans, que j'étais abusé. Ça faisait déjà 5 ans. Donc, j'ai commencé à être abusé à 7 ans. À 12 ans, ça m'a pris tout mon courage pour l'annoncer à ma mère. Dans ce temps-là, je jouais du piano. J'étais assis sur le banc de piano et je pleurais. Ma mère est venue me voir. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je me suis retourné, j'ai pris une respiration, même 2 puis 3. Et puis, je lui ai annoncé que son frère abusait de moi. Et je lui ai parlé dans mon langage de jeune, évidemment. Là, et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit exactement... je lui ai dit que... Exactement. Répétez les mots que vous lui avez dit. Je lui ai dit que Fernand abusait de moi. Il mettait mon pénis dans sa bouche et tout ce qui va avec, là. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Que Fernand s'amusait avec mon pénis, me mettait dans sa bouche, suçait, me faisait des caresses, me donnait de l'argent, des bonbons pour que je me taise, puis qu'il m'avait menacé que si je le disais, qu'on me renverrait à l'orphelinat, parce que moi j'étais adopté. Et que je ne reverrais plus jamais mes parents. Ça, c'était son moyen de faire du chantage, j'imagine, là. Ouais. Et ma mère m'a répondu à ce moment-là, je m'en souviens comme c'était hier, là, évidemment, on n'oublie pas ça. Ma mère m'a dit, je vais m'occuper de tout ça. Et ça n'a rien donné, absolument rien. La semaine d'après, mon oncle venait avec ma grand-mère parce qu'il s'occupait de sa mère, qui était ma grand-mère. Il venait tous les vendredis à la maison. Et puis, il y avait une table de billard en haut de chez nous. Donc, quand Fernand arrivait, moi, je montais en haut parce que ma mère voulait que je monte. Donc, moi, je jouais au billard. Et puis, comme si de rien n'était, elle le laissait monter en haut, sauf que lui, il jouait pas avec les mêmes boules que moi. Donc, il a continué de vous abuser. Toujours. Oui. Et moi, donc, moi, dans ma tête d'enfant à moi, je me disais, mes parents le savent. Fernand m'a dit de me fermer la gueule, mais je lui ai dit, mes parents le savent, ils le savent et tout. Donc, il y a une expression en anglais qui dit, it's not right, but it's okay. Donc, dans ma tête à moi, c'était pas correct, mais dans le fond, c'était pas si pire. C'est ça que ça voulait dire. Parce que mes parents intervenaient pas. Mm-hmm. Donc, moi, dans ma tête d'enfant, c'était, dans le fond, c'est pas si pire. Et là, ça a duré pendant des années, 17 ans au total. Donc, j'ai suivi les thérapies et tout. Et, de 7 Attendez un peu. Jusqu'à 24 ans? Oui. Francis, jusqu'à temps qu'il décède. Francis? Oui. Que recevait votre mère de Fernand? Rien du tout. Non.
Mon oncle, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il prenait soin de sa mère, qui était la grand-mère, donc la mère de ma mère, évidemment. Et ça déchargeait votre mère de cette responsabilité-là? On est de l'extérieur, là? C'est que lui était célibataire, donc il habitait chez sa mère. Donc, quand grand-maman venait à la maison, c'est Fernand qui venait avec elle. Il y avait une auto, il travaillait, il faisait les commissions et tout. Donc, c'est lui qui était là tout le temps, tu sais. Bon. Quelle était ma question, puis vous êtes en train d'y répondre, ma question était quel était l'avantage que tirait votre mère du fait que son frère vous abusait? Et il y en avait d'autres. Sûrement. Votre mère, je soupçonne que votre mère vous a livré en pâture sexuelle à son frère. Ah, je le sais. Pour qu'il demeure probablement auprès de sa mère, qui prenne soin de la vieille, fasse les commissions. Comme Janine dit, ça la déchargeait. Entre autres raisons. Ça ne doit pas être la seule. Alors, vous avez été utilisé comme appât. Vous avez été utilisé comme appât pour des raisons qui satisfaisaient votre mère à l'époque. Absolument. Parce que la preuve, c'est que, rendu au secondaire 1, pour faire une histoire courte, elle m'a envoyé dans un collège à Rawdon. Oui. Un collège de gars. Oui. Et plusieurs années plus tard, je lui ai demandé pourquoi tu m'as envoyé dans un collège. Moi, je comprends pas ça. Ah, c'était pour t'éloigner de Fernand. J'ai dit mensonge. Tu comment un mensonge? C'est pas vrai. Parce que la preuve, c'est que moi, quand il fallait que je retourne au collège, parce que j'étais pensionnaire là-bas, donc le vendredi, on revenait à Montréal. Qui allait vous reconduire? Fernand. À tous les dimanches. Jusqu'au bout de l'émission, jusqu'au bout des 12 années, ça aurait été comme ça. C'est incroyable. Ben oui. Francis. Ben oui. Okay, vous avez confronté votre mère. Allez pas trop vite, là. Allez pas trop vite. Dans la plupart, je répète, dans la vaste majorité des cas d'abus sexuels sur les enfants qui se prolongent sur plusieurs années, il y a un intérêt précis et multiple de la part des parents de l'enfant abusé ou de l'autre parent de l'enfant abusé. J'ajoute que dans bien des cas, la mère va utiliser l'enfant, généralement la petite fille, en pâture sexuelle pour s'attirer des faveurs, des avantages quelconques. Mais Dr Maillot, ma question est celle-ci. Allez-y. Pourquoi ils sont venus me chercher à l'orphelinat? Je suis un enfant adopté, moi. Il y a du monde qui vont à la SPCA. Parce que c'était dans leur intérêt. C'était dans leur intérêt. Puis il y en avait plusieurs. D'adopter un enfant puis de laisser en pâture à mon beau-frère. Chers amis, l'humain ne fait à peu près jamais rien sans avoir une raison, une motivation derrière son comportement. Il ne s'agit que de s'interroger et de le trouver. C'est de pas toute tout. Façon, oui. Ce qu'on a dit au départ, je voulais qu'on termine sur une bonne note, heureusement. Là. Oui. Il faut que je vous dise ceci. Allez-y. Moi, finalement, j'ai perdu confiance en tout le monde, en mes thérapeutes qui m'ont jamais aidé. C'est pas vrai ce que vous venez de dire. Ah, écoutez, là, je veux dire, vous n'avez pas perdu confiance dans tout le monde. Faux. Vous avez raison, je viens de comprendre. Parce que je vous ai appelé. Yes. Moi, je pensais même en lui-même. Non. Il a osé le répéter ici. Non. Il a osé en parler ici. Il vient de se prendre lui-même et de se bien prendre lui-même. Et c'est correct. Alors, vous faites confiance à Janine et à moi. Et vous avez raison. Oui. Et on vous en remercie et on espère avoir été à la hauteur. Et pour terminer sur ce, M. Maillot, je vais vous dire quelque chose, une petite blague en passant comme ça. Allez-y. Parce que vous m'avez fait bien rire l'autre jour, là. Je vais vous poser une question. Cette fin de semaine, allez-vous faire couler un bain à votre conjoint? On lui souhaite. Francis? C'est bonne, celle-là. Francis, je suis particulièrement affectueux dans l'intimité. Vous savez quoi? Au nom de tous les auditeurs, Janine et Pierre, moi, je vous dis bravo pour ce que vous avez fait. Et puis moi, savez-vous quoi? Je vais aller prendre une marche, là. Excellent. Je pense que c'est ça que je vais faire. Excellent. Bonne marche. Gros merci de la confiance, Francis. Ouais. Bye. C'est quasi symbolique, tu sais. Le cheminement se poursuit, ça va prendre une marche.
Oui. On va à la pause. On continue. C'est la dernière émission. Non, j'allais dire, OK, Maïou à l'écoute. Et c'est ça, on demandait à nos auditeurs auditrices qu'est-ce que cette émission-là leur a apporté dans leur vie. Des affaires on se pavane pas avec ça, avec une étiquette, j'ai progressé, puis ci, puis ça, mais ça peut se partager. Puis, je l'ai toujours dit, la tribune, son anonymat a permis à des gens de parler pour la première fois de leur vie. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Alors, est-ce qu'on y va tout de suite? Oui, on y va tout de suite. Alors, on poursuit l'émission. Alors, on est un peu déstabilisés. Moi, je le suis aujourd'hui. Parce que je sais, Pierre, que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je ne sais pas si ça sera donné à nouveau. Écoutez, des gens qui n'ont pas de masque, des gens qui ne jouent pas la comédie, des gens qui nous parlent à cœur ouvert, même s'ils parlent de souffrance, c'est ça que je vais regretter le plus. Parce que, alors, jouer sans masque. Alors, on va aller à une personne. Marco, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Marco. Cet après-midi, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous dire merci. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait je vous écoute depuis plusieurs années. Oui. Entre autres, vous avez renforcé mon esprit critique. Parce qu'auparavant, avant que je vous écoute, ça arrivait souvent dans un groupe que j'étais le seul à dire le contraire des autres. Et puis finalement, après quelques mois, on s'apercevait que peut-être j'avais raison. À vous écouter, j'ai appris à m'affirmer puis à dire, même si l'ensemble du groupe, la majorité, disent une chose, c'est peut-être pas vrai. C'est que ça, j'en suis bien fier aujourd'hui. Ouais. La majorité peut avoir tort parce que la vérité, elle est une. Elle n'est pas le résultat d'un exercice démocratique. Par contre, il faut être honnête aussi et reconnaître que généralement, plus le groupe qui pense quelque chose est grand, plus ils ont de chance d'avoir raison. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont? Non, il y a une nuance, là. Fait que parfois, dans un groupe, moi, je vais être contre une chose, puis je vais réussir, avec mes arguments, de le démontrer, puis finalement, à la fin de la soirée, je vais réussir à convaincre la majorité que ça peut arriver. C'est tard. Avez-vous vécu une expérience comme ça, depuis que vous avez commencé à vous affirmer? Ouais, je le vis souvent. Je suis au conseil municipal de ma municipalité, je suis un conseil à MRC, et puis je le vis souvent. Vous étiez dans le domaine. Mais Marco, certains de nos détracteurs ont écrit ou mentionné ouvertement que c'était des malades, des vulnérables et des faibles d'esprit qui nous écoutaient. Et vous êtes en train de nous dire que vous êtes un conseiller municipal? Oui, dans un petit village, oui, je suis conseiller municipal. Eh bien, OK, continuez. Aussi, vous m'avez aidé aussi, puis vous m'aidez toujours, vous allez toujours m'aider à aider à comprendre le comportement des gens qui m'entourent, certaines choses qu'ils peuvent faire, que en vous écoutant, je comprends pourquoi qu'ils font, c'est quoi qui devrait être mieux, c'est quoi qui est bon ou qui est pas bon. Mm-hmm. Ça m'aide. Ça m'aide aussi dans ma relation de couple, puis principalement avec mes enfants. J'ai appris au début quand j'ai eu avec ma conjointe accouché la première fois. Merci. Je voulais être un père exemplaire. Je vais en faire autant que toi. Je vais t'aider, mais je me suis aperçu que oui, je suis là pour l'aider, mais comme vous dites, puis que c'est très vrai, quand les enfants sont jeunes, ils se retournent vers leur mère, puis leur mère, tout naturellement, elle sait qu'est-ce qu'ils ont. Et moi, je suis juste là pour aider, puis pour faire qu'est-ce que ma conjointe me demande pour l'aider, mais même si je veux en faire plus, à cet âge-là, c'est difficile. Oui. Et puis, j'ai appris à aimer mes enfants, de la façon de les aimer, de la façon de les encadrer. Il y a beaucoup de choses que je vis avec eux à tous les jours, et puis que je me rappelle de vos paroles, ou des choses que vous avez dites, ou des exemples que vous avez faits, et puis je me dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec eux autres? Ça va peut-être... dans 5 ans, dans 10 ans, ça va peut-être une influence, donc il faut que je fasse attention tout de suite et il faut que je les guide de la bonne façon tout de suite. Ouais. Là, vous venez de soulever quelque chose qui ne peut pas être une erreur. Vous venez de dire quelque chose, ce que je fais aujourd'hui pourrait avoir une influence sur leur développement dans une dizaine d'années. C'est ça. Cette seule prise de conscience-là est une belle mise en garde à se servir à soi-même. Et ça, c'est pas Dr Spock puis des niaiseries comme ça, là. Non. Ça fait être conscient
que le comportement d'aujourd'hui peut avoir des conséquences à moyen terme et même à long terme sur le gamin. À long terme. Ça fait qu'avec mes enfants... Si j'ai pu vous éveiller à cette réalité-là, j'en suis bien content, parce que sur ce point-là, je ne peux pas m'être trompé. Et puis l'autre point qui est drôle parfois, avec ma conjointe, on est ensemble depuis 9 ans maintenant, parfois, dans les réactions qu'elle a, qui sont des réactions normales, qui sont plus féminines, je ris, et puis quand elle a ces réactions-là, elle me dit « Qu'est-ce que t'as? » Je dis « Docteur Mailloux, il en a déjà parlé de ça, c'est normal que tu sois comme ça. » Puis là, au début, elle se fâchait, mais après ça, elle dit « Ouais, c'est vrai, je réagis comme ça trop souvent. » Ça me fait bien rire. Relativiser, savoir utiliser l'humour. Oui, c'est le fun. Puis vous parlez du docteur Spock. Il s'est amendé des années plus tard. Ouais. Il avait fait fausse route. Oui, c'est pour ça avec que les recettes. C'est important lorsqu'on entend quelqu'un nous dire quelque chose. L'esprit critique nous a dit Marco. Oui. Alors même face à Mailloux. Même face à Mailloux. Est-ce que ça peut être mauvais à moyen ou à long terme si je prends conscience du fait que ce que je fais aujourd'hui peut avoir un impact éventuellement sur mon enfant? Non, ça, c'est nécessairement vrai. Il n'y a personne qui va vous dire, dans 25 ans, Mailloux était dans le champ quand il présentait ça. Il y a impact. Il y a toujours. Et ça a été confirmé par des centaines d'appelants à notre tribune. En étant conscient de ça, il y a des choses que je trouve tristes, par exemple. Allez-y. Quand je vous écoute, souvent le soir, quand je me couche, je fais un résumé à ma conjointe, je dis hey, « Le docteur Mailloux a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? » On en discute beaucoup. Et puis on s'aperçoit du comportement d'autres personnes qui nous entourent, de la façon qu'ils agissent avec leurs enfants. Puis on aimerait tellement ça, pouvoir leur dire « Hey, tu devrais pas faire ça, là, attention, là, peut-être dans quelques années, ça va se retourner contre toi ou contre eux autres. » Ça me rend triste, là, des fois, de voir ces comportements des autres personnes comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est souffrant. Marco, on peut pas. La prise de conscience n'est pas nécessairement une voie confortable. Non. D'être plus conscient ne veut pas dire nécessairement être plus heureux. Non, mais moi, je pense que ça m'aide beaucoup à guider mes enfants dans leur développement, puis plus tard, ça ne pourra être qu'un mieux. Être plus conscient, c'est être plus lucide, c'est savoir plus pourquoi on réagit d'une façon. C'est pas synonyme d'être plus heureux. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir dans la vie. Je préfère être plus conscient et plus lucide qu'être inconscient et aveugle. La liberté d'être, c'est ça. J'espère que dans les prochaines années, les prochains mois, qu'on aura l'occasion de vous réentendre quelque part. Qu'est-ce qui se passe, Marco, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait mal, la lucidité. Oui. Ça me fait mal. C'est ça qui se passe, Pierre. OK. Des fois, tu dis, on aurait le goût de fermer le couvercle, puis de se fermer les oreilles, puis on peut pas changer, on ne peut pas changer autre chose que soi-même, puis son petit entourage. Autour de nous. Ça devient une question de choix. Oui. Est-ce qu'il est préférable d'être plus lucide et plus libre, ou bien être moins lucide puis être moins libre? Vous savez, Cuba, c'est plein. C'est plein, Cuba, c'est un pays qui a dit la lucidité, on n'en veut pas. La liberté, on n'en veut pas. Mais ça n'empêche pas l'individu, là-bas, d'être lucide sur sa condition, sur ses proches. Non, ils ne peuvent pas l'être. Dans un système totalitaire, tu ne peux pas être lucide. Alors, la lucidité et la liberté appartiennent nécessairement à une certaine forme de fonctionnement collectif. Ça, c'est indéniable. Bye, Marco. Merci beaucoup, Marco. Merci. Un de ces jours, peut-être. On n'a pas... OK. Pardon? Qu'est-ce que... Nous permettons de philosopher. Alors, sur la lucidité et la liberté. La liberté d'être. Peut-être qu'il y en a effectivement qui ont écouté, qui écoutent l'émission, qui vous écoutent depuis le début, puis qui disent, moi, je verrais peut-être pas le monde aussi laid si je n'avais pas écouté la tribune aussi longtemps. Je serais moins lucide, moins conscient des comportements, des jeux. Régulièrement, régulièrement, on me demande, oui, mais Mailloux, comment tu fais pour voir la réalité comme elle est? Ben, je leur réponds tout simplement, je préfère la voir comme elle est et avoir la possibilité d'y réagir à mon goût. C'est pour ça que Cuba, dans le canal anal. Et Pierre, quand vous dites vous préférez voir les choses comme telles, et c'est là que vous ulcérez pas mal de monde, puis en tout cas, même ceux qui vous aiment beaucoup, tu fermes le couvercle du cercueil, puis il n'y a plus rien après. Fatigant, ça. On n'est pas obligé de penser à ça, par exemple.
Mais inévitablement, un jour, tu dis, ça va finir. Puis plus tu avances, plus tu commences à le croire. Ouais, ça va finir. Mais qu'il n'y a plus rien après, ça, c'est une des indigestes, des hyper-réalistes. Comprenez-vous? L'acceptation de la vie, l'acceptation de la mort. Mais peut-être, il y a une chose, Janine, peut-être qu'il faut l'avoir côtoyé de près pour l'avoir apprivoisé. J'ai peut-être eu cette chance-là. Vous l'avez apprivoisé. Et ceux qui ne l'ont pas apprivoisé, vous avez été confrontés. J'ai été confronté. Absolument. Pendant 4 jours, vois-tu, j'étais presque moribond. Oui. Et c'est pour ça que les niaiseries de voyage, puis de tunnels, puis stupidité qu'on essaie de nous abreuver là, assez régulièrement par des sautés, c'est pas ça pantoute, là. Moi, je sais qu'est-ce que c'est qu'un coma, puis... mais non, puis c'est drôle, une fois, c'est comme la souffrance. Une fois que tu l'as côtoyée, on dirait qu'elle est moins pire. Ou bien, tu relativises. En tout cas, il y a quelque chose, là. Il va falloir que j'y ressonge. Ancienne ritournelle. Oui, ancienne ritournelle, c'est cassé. Bon, on parle à Luc maintenant. Bonjour, Luc. Est-ce que on a la communication? Oui. Oui, bonjour vous deux. Bonjour à vous. C'est sûr que j'ai à m'interroger sur tous les changements que ça va apporter à partir de lundi, mais je pense surtout à vous deux, ça ne doit pas être facile non plus. Pour moi, c'est très facile. Pour Janine, qu'elle parle pour elle, pour moi, c'est pas un problème. La transition est très facile à faire. Ah, Luc, je veux juste vous dire quelque chose, puis Pierre, vous me permettrez? Ben, je comprends, tu peux te permettre. On fait le thème, on choisit notre thème, puis je vous appelle hier matin, puis vous êtes je suis en train d'embarquer des chevaux, puis tout ça. Je me suis dit, la vie reprend. La vie reprend. Je faisais du transport de chevaux, j'ai fait une transaction de chevaux hier avant midi. Alors, ça répond-tu à votre question, Luc? Ben, en tout cas, ça corrige pas ma situation, à savoir que ça fait... d'abord, je suis surpris de savoir que ça fait juste 12 ans. Mais moi, ça fait plusieurs années que je suis sur la route. Et vous étiez assis à droite avec moi. J'étais toujours empreint d'une caractéristique qui m'est propre, de savoir que je suis un fonceur. Puis souvent, avec mes chevaux, dans Dr Mayou, j'étais très, très vite à porter action. Mm-hmm. Puis souvent, vous m'avez amené dans des introspections où est-ce que vous m'avez fait retrousser les orteils souvent. Ah oui? Même des fois, je changeais de poste parce que j'ai dit, mon hôtelier est en train de gâcher ma journée. Je suis convaincu qu'au long de ces années-là, vous avez semé le doute sur la qualité de mes actions qui étaient souvent beaucoup trop promptes, beaucoup trop rapides. Ça semblait tenir la route parce que souvent, on est porté à... Il y a une situation, alors on trouve une solution, puis on est dans l'action. Mais vous avez semé le doute, puis ça m'a amené maintenant souvent à toujours aborder, parce que dans mon travail, c'est ça ma vie, à toujours prendre du recul, me questionner, m'interroger, puis augmenter ma moyenne au bâton. Alors que ce soit avec ma famille, avec mes enfants, ou avec mes collègues, ou les gens avec qui j'ai à travailler, je me suis rendu compte que vous m'avez aidé beaucoup à prendre de la maturité. Alors, je dis pas nécessairement que j'ai vérité absolue dans tout, mais je suis convaincu que ma moyenne au bâton est meilleure. Puis là, à partir de lundi, je fais encore de la route. Mais là, je vais-tu me mettre à écouter de la musique tranquille, mollo? C'est ça qui va être la grande, grande question. Je me sens comme un ado, que là, vous avez confiance, vous allez me laisser aller. Ça va être à moi qui a la colonne vertébrale de monter. Je suis un fou qui sait qui est fou, ça fait que je suis moins fou que le fou qui sait pas, hein. Fait que je me dis simplement qu'il va falloir que je démontre que je vais être un meilleur individu. Mais je me sens privilégié. Parce que je suis convaincu qu'entre autres, un bonhomme comme mon père, s'il y avait eu, dans le temps qu'il était au travail puis que lui était sur la route, s'il y avait eu ce genre de possibilités-là, de s'amener à se questionner, de valider ses choix puis ses actions, lui aussi, sa moyenne au bâton aurait été meilleure. Ce que je trouve malheureux que je suis en train de réaliser actuellement dans mon emploi, on est en train de favoriser le savoir-être au lieu du savoir-faire. Ça, je trouve ça plate, parce que le Doc Mayou, le savoir-faire, il l'a, mettez-en. Mais le savoir-être, malheureusement, prime sur tout le reste. Puis souvent, on va se priver, je pense, pas des commentaires, mais je te dirais de des qualités d'action qui souvent peut-être nous rentrent dedans, mais des fois pour marquer le subconscient, ça prend ça. Oh oui, vous avez compris la game. Hier, lorsque j'ai en surface ou en apparence harangué un appelant en le traitant de loser, tu sais, c'est sûr que je voulais lui rentrer dedans parce que j'avais l'impression que ce type-là méritait que son inconscient soit remis en question. C'est vrai, en apparence. Ah, puis vous arrêtiez pas.
t'es un loser, t'es un loser, t'es un loser. Oui. Et la pression montait. Puis là, à un moment donné... Oui, puis c'est sûr que c'est... Parce que c'est pas évident. Peut-être qu'il y a d'autres façons. Peut-être que quelqu'un d'autre le ferait différemment. Mais c'est pas évident d'amener quelqu'un à contester son inconscient. C'est pas évident. Et compte tenu du fait que j'ai à peu près jamais trouvé personne pour me remplacer en 12 ans, et j'en ai approché des confrères qui avaient des belles qualités, et je pense que l'exercice n'est pas facile. Ils font quoi? La critique de mon travail était beaucoup plus facile, ou le dénigrement était beaucoup plus facile que d'essayer de me remplacer, ou de... Hey, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il faut que je vous révèle ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a 2-3 jours, il me dit, Mayou, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un du Collège des médecins qui t'a appelé pour te faire une suggestion? Mayou, aurais-tu pensé, si tu présentais telle affaire ou telle langue, avais-tu pensé à ça? Pouvez-vous croire qu'en 12 ans, il n'y a jamais personne du Collège des médecins ou de l'Association des psychiatres du Québec qui m'a appelé? Jamais. C'est-à-dire pour vous suggérer d'autres façons? Mettons une réponse incomplète? Oui. Dire, Pierre, ben là, t'as dit telle affaire, on t'a entendu dire telle affaire, avais-tu pensé à telle autre facette? OK. Pour vous confronter, pour faire avancer le discours. Oui. Bon. Jamais. Pas un téléphone. De mon association professionnelle ou du Collège des médecins du Québec. Zéro. On appelle ça un collège? Oui. Okay. J'ai eu, à plusieurs reprises, des appels d'Augustin Roy. J'ai eu des appels à plusieurs reprises de certains amis psychiatres. Mais Augustin Roy, c'est l'ex-président du collège. Et Augustin Roy m'écoutait régulièrement lorsqu'il descendait sur sa propriété, entre autres. Lorsqu'il descendait sur la route en direction de sa propriété dans le bas du fleuve, entre autres. Une de vos grandes forces, c'est effectivement de casser la coquille. Puis vous dites le subconscient. Je sais combien de fois je l'ai vu. Si la personne, à un moment donné, oups, là, la cour est pleine, ça vient de craquer. Ou c'était insupportable, c'est fini, les gens partaient, quittaient les zones, étaient en maudit. Ce que vous venez de mentionner, ou comme Luc, Janine, c'est la même chose. Il dit, vous avez réussi à semer un doute. À un moment donné, il fallait que je ferme la porte, le poste. Oui. Alors, c'est ça. Alors, pour certains, ça peut être plus ou moins brutal. Dans certains cas, pour certains individus, le seul fait de semer un doute, dans votre cas, c'est ce que je comprends, ça a été suffisant. Définitivement, parce que le reste, c'est une question de courage. Okay. Puis, tout le monde que j'ai entendu à travers toutes vos lignes, il y a beaucoup de gens qui traînent avec eux une certaine détresse, une certaine déprime attachée au passé. Mais ça nous motive, nous, à faire un changement sur le futur. Mais encore faut-il avoir le temps. Puis moi, en auto, j'avais ce temps de qualité-là. Puis avoir le courage de faire cette introspection-là. Je vous l'ai dit, souvent, je changeais de poste. Oui. Parce que je disais, Caroline, ce qu'il est en train de dire, ça me rentre dedans. Mais ça faisait son bout de chemin. Puis j'avais le courage d'aller jusqu'au bout pour faire mon introspection puis réfléchir sur moi-même. Puis ça, dans la rapidité de la vie d'aujourd'hui, il y a un paquet de gens qui n'ont pas ce temps de qualité-là. Puis pour moi, quelque part, ça prend juste quelqu'un qui nous tient la main un peu. Là. Et pourquoi qu'ils ne l'ont pas? Parce qu'ils ne veulent pas le prendre. Parce que tu fermes, tu sais, tu dis c'est bête, mais tu fermes la radio puis tu fais le silence. Vous l'avez fait. Quand ça devient corsé, t'éteins le bruit autour, tu fermes ta radio puis tu roules sur 10 kilomètres. T'as le temps de laisser émerger des choses. Puis là, l'émission finit là, dans 15 minutes. Là. À partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir vérifier tous ceux qui étaient avec nous. Et même moi, tout ce qu'on a pu encaisser pendant ces années-là. Oui. Oui, puis être capable de se ramener nous-mêmes. Là. On ne pourra plus compter sur personne que sur nous-mêmes. C'est bon. On s'en reparlera peut-être dans 10 ans. Moi, j'aimerais juste vous dire que dans mon côté professionnel, j'ai été dans les 2 dernières années dans un mandat où est-ce que c'est une entreprise qui est publique, qui est hautement syndiquée et suite au dernier conflit, on s'est perdu. Et on m'a envoyé là-bas pour essayer de récupérer la situation. Et humainement parlant, ça a été le travail que j'ai fait et vous avez été partie prenante là-dedans. Et aujourd'hui, je pense avoir réussi simplement sur le gros bon sens et sur le jugement qui fait abstraction d'une grosse convention collective. Formidable. Luc? C'est formidable. Merci. Ça valait la peine.